Le séminaire d'aujourd'hui, c'est à la fois une présentation de MyWeb Intelligence comme outil, mais c'est aussi sur une réflexion sur l'étape première de l'accès à la donnée. Avec Franck Cormery, on avait écrit un article sur les différentes épreuves du data analyst et du chercheur en humanité digitale. Et la première épreuve, le premier enjeu aujourd'hui, c'est l'accès aux bases de données, l'accès à la donnée, pour pouvoir constituer son propre corpus et son propre set de données. La première façon d'accéder aux données, c'est la méthodologie classique en informatique, c'est de pouvoir accéder au serveur lui-même, d'être dans un réseau local, d'être dans une entreprise, de se connecter à la base de données. Il y a plein de façons de se connecter à une base de données en informatique, de faire des requêtes SQL. Donc, une des compétences à maîtriser pour le chercheur en humanité digitale et le data analyst, c'est le langage SQL. Parce que quand il est dans un environnement local, c'est le langage universel pour se constituer ces sets de données. Bon, ça je mets ça de côté parce que ça ne nous intéresse pas trop, c'est assez classique. Connecteur de base de données, ODBC, langage SQL, c'est le premier gros investissement pour le data analyst. Deuxième investissement, ça va être la grosse explosion des API. Quand je n'accède pas à mon serveur, je ne peux pas accéder à mon serveur de données. En fait, je découvre que beaucoup de serveurs de données offrent une porte publique pour accéder à ces données. Cette porte publique s'appelle un API. Et aujourd'hui, un API, c'est un langage qui passe par le web et qui permet d'envoyer une requête précise à une base de données qui est intermédiée par un serveur web. Ce serveur web va en local aller chercher dans la base de données les informations et renvoyer un script qui est le résultat de votre requête de base de données. Il y a deux sortes de renvois, c'est l'XML et le JSON. Il y en a d'autres, mais les deux plus importants, c'est le JSON et l'XML. Deux petits langages de script, d'architecture de données plutôt, à connaître, qui sont assez simples à connaître en général. L'API, c'est aussi simple à connaître, c'est des requêtages en GET, c'est-à-dire des requêtages web en HTTP, etc. Vous envoyez à un serveur web une question, lui, il se charge d'accéder à la base de données locale, propriétaire, de récupérer les réponses et de vous les renvoyer sous un format script. C'est un format universel qui a beaucoup de succès. Pourquoi ? C'est un format universel qui a beaucoup de succès. Pourquoi ? Parce que ça permet de rendre public, de rendre accessible publiquement une base de données, tout en sécurisant sa base de données par l'intermédiaire d'une porte qui est extrêmement restreinte, extrêmement fermée. Le gros de l'humanité digitale et le gros de la data analyse aujourd'hui, c'est l'accès à l'open data, qu'il soit en propriété privée ou en propriété publique, qu'il soit payant, qu'il soit gratuit, puisque open data ne veut pas dire free data. Ça, c'est une remarque qu'on m'avait fait, que j'ai récupérée. Il ne faut pas confondre open avec free. Il ne faut pas confondre open avec public. Open data, c'est accessible. Open, c'est il y a une ouverture, au sens vraiment simple du terme, qui est souvent un API, et on peut récupérer, faire des requêtes précises. L'open data de base, c'est j'ai déposé des données dans un serveur et vous téléchargez le fichier. Ça, c'est le niveau primitif. Ça, on n'a pas besoin de serveur particulier ni de technologie particulière pour déposer ces données et les récupérer. Donc l'open data de base, c'est je récupère les CSV, je récupère les fichiers Excel, ODBT, etc., que j'ai déposés sur un serveur de fichiers. L'open data un peu plus évolué, c'est ma base de données qui est en général très grosse, très volumineuse, que je ne peux pas déposer en fichier. Elle est accessible par l'API. Je vous invite, vous qui avez appris le script et qui avez des outils pour attaquer une API, à faire vos requêtes et récupérer le set qui vous intéresse. Ça, c'est quand on commence à rentrer dans des univers de grosses données. On ne peut pas déposer un fichier d'une énorme base de données, donc on vous ouvre un API. Ça, c'est le deuxième investissement, avoir une méthodologie pour attaquer un API. Soit on programme en Python, et là on a des petits plugs qui permettent d'attaquer une API et de récupérer les données. Soit, moi je programme en RStudio, parce que c'est le plus simple. Moi je suis nullissime en informatique. Vraiment, mais vraiment très très mauvais. Je ne suis pas informaticien, je ne sais même pas créer une boucle qui tourne. Mais avec RStudio, il est très facile de récupérer un plugin qui va vous demander votre login, votre identifiant, votre mot de passe, l'adresse de l'API, et vous récupérez le fichier JSON.
Et vous n'avez même pas besoin de lire le JSON parce que vous avez un autre plugin qui va lire le JSON et qui va le reformater en base de données classique. Voilà. Et moi, je suis au degré Excel au niveau informatique. Donc, je requête la bonne adresse. Bon, il faut lire. Chaque base de données va avoir sa propre structure de données, sa propre nomenclature. Donc, il y a un apprentissage. Si je vais attaquer telle base de données, il va falloir que j'apprenne sa structure de données, qu'est-ce qu'il m'offre, son système de requêtage. Et voilà, mais ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est de la simple doc, et ben, j'utilise mon RStudio, j'attaque, je récupère le JSON et je le restructure en base de données. Et après, je commence à faire mes manips. Et la troisième méthode, ça c'était la grosse révolution de la data analyse, de l'API. La troisième méthode, c'est le scrapping. C'est-à-dire, je vais me balader sur des pages web et je vais récupérer les données qui sont sur ces pages. C'est-à-dire, je vais simuler la navigation d'un être humain. Et quelque part, MyWeb fait partie de la famille des scrappers. Ça veut dire qu'il va chercher une page, il la récupère telle qu'elle, c'est une simple page HTML qu'il récupère, et dedans, il va chercher des données précises qu'il trouve importantes. Donc c'est un scrapper. Il existe plein de scrappers. Vous pouvez avoir des scrappers que vous mettez dans votre navigateur et que vous manipulez à la main. Scrapper, c'est souvent la méthode utilisée quand on est dans des systèmes de données extrêmement hétérogènes et extrêmement éparses, comme le web. Quand on n'attaque pas une base de données structurée. Donc, à titre d'exemple, si je veux analyser les tweets, ben, je vais parler à Twitter. C'est une entreprise. Et elle a une base de données structurée. Donc là, je ne vais pas scraper des tweets. Je vais passer par l'API de Twitter, qui lui m'offre des données extrêmement précises, qui sont même parfois pas présentées sur son interface. Il y a des données de Twitter open qui ne sont pas présentes sur l'interface que vous voyez. Et je vais attaquer son API et récupérer les tweets qui m'intéressent, etc., etc. Il y a une version gratuite, il y a une version payante, et patati et patata. Vous voyez, quand on attaque un seul fournisseur de données, souvent il faut passer par son API. C'est la méthode la plus simple. On n'abordera pas ce sujet cette année dans le séminaire, mais à partir de l'année prochaine, on expérimentera toutes sortes d'API sur les grandes plateformes, et on apprendra à aller chercher des données sur l'API. Troisième élément, le scrapper, et MyWeb Intelligence est un scrapper. Toujours à titre d'introduction, MyWeb Intelligence, c'est évidemment pas le seul scrapper du web. Il y a beaucoup de scrappers du web qui se proposent. En France, on a un scrapper du web qui est très connu, qui s'appelle Hive, qui est développé par le Media Lab de Sciences Po. On en a parlé à la séance dernière. C'est un gros serveur, il faut être en capacité de l'installer sur un serveur. Nous, on a voulu faire un micro-scrapper, très facile à installer, très rapide, et c'est la démonstration d'aujourd'hui. Vous montrer qu'il peut s'installer en 5 lignes de commande, qui prend très très peu de poids sur votre ordinateur, et qui fait le job. Qui fait un job minimal, mais qui fait le job essentiel quand on essaye d'analyser le web. Donc, comme la plupart des scrappers, MyWeb Intelligence va fonctionner d'abord à partir d'Oracle. Premier concept à retenir, c'est que les portes d'entrée de l'analyse du web sont des portes d'entrée qui sont détenues par des grandes archives. On pense évidemment aux moteurs de recherche, comme Google, Bing, etc., etc., mais pas que. On a des social media bookmarkers, ça veut dire quand vous regardez en favori, par exemple, dans un service de favoris en ligne, et ben, ce favori, lui, il peut vous offrir une API pour dire voilà tout ce que les gens ont utilisé en favori. Vous avez des moteurs type BuzzSumo, qui ont des rationalités particulières. BuzzSumo, il va vous dire voilà le web tel qu'il est partagé sur Facebook. Donc, chaque oracle a sa propre rationalité pour constituer l'archive du web, et il a en plus sa propre rationalité pour vous présenter un échantillon de son archive. Parce qu'évidemment, aucun oracle ne vous donnera une archive de web complète. Donc le premier travail, ça va être de constituer ces portes d'entrée. Juste petit exemple, j'ai traîné sur Isidore cette semaine. Isidore a énormément amélioré son API. Isidore, c'est le moteur de recherche de toute la recherche en sciences humaines et sociales francophone. Donc si votre sujet, c'est la recherche en sciences humaines et sociales, qu'est-ce qui se dit, l'épistémologie, etc. Vous allez tomber sur Isidore, et Isidore, c'est super parce qu'il a une API. Alors, l'API, il n'y a rien de mieux. On ne passe plus par le scrapping, on passe par l'API, et là, on récupère les URL avec du requêtage très précis. Si vous cherchez uniquement ce qui se passe sur Twitter, ou ce qui a été partagé sur Facebook, vous passez par BuzzSumo.
Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les oracles d'entrée, il y en a beaucoup. Une des premières stratégies, si vous voulez avoir une approche exhaustive, c'est de multiplier les oracles. Ça veut dire d'utiliser plusieurs oracles qui répondent à votre requête, et comme ça, d'aller chercher les rationalités. On n'en a pas fini de réfléchir à la rationalité de Google, par exemple. Quand vous tapez une requête type gilet jaune, on est en train de faire ça avec les étudiants, au début, il ne vous présente que 105 URL. Alors qu'il a... Bon. Alors quand on commence à cerner mois par mois, chaque mois, il nous présente 105 URL. 130, 140. Donc c'est bizarre. En 12 mois, il a déjà 1200 URL. Et quand on commence à lui demander chaque jour, gilet jaune tous les jours, il nous propose 17 000 URL. Donc vous voyez, il a une rationalité qui lui est propre. Si on le fait en mode anonyme, il ne nous présente pas les mêmes URL qu'en mode précis. Donc il y a toute une astuce, toute une intelligence pour aller chercher les portes d'entrée. Les portes d'entrée d'un corpus à un moment donné. BuzzSumo va mettre en avant, par exemple, les URL qui ont eu le plus de popularité sur les réseaux sociaux. Et il va vous présenter aussi 5000, 6000 URL, mais ce seront que des URL qui ont eu énormément de succès sur les réseaux sociaux, donc des URL populaires. Donc si votre travail, c'est un travail underground sur des communautés très précises, etc., ces moteurs de recherche ne vous serviront pas à grand-chose. Si vous voulez plutôt travailler sur des URL qualitatifs autour de la recherche, vous avez des moteurs de recherche plus spécialisés. Donc, premier élément, on constitue sa liste d'URL. Là, on vient de travailler... l'article qu'on avait fait avec Franck sur Juan Branco, on avait eu 1200 URL de départ. C'était une petite controverse qui avait duré 3 mois. Voilà, c'est 1200 URL sur une controverse de 3-4 mois. On a beaucoup de têtes d'entrée. On avait travaillé sur les humanités digitales avec Olivier. Là, on avait démarré avec 3-4 000 URL. C'est aussi une bonne entrée sur 3-4 ans. Les gilets jaunes, là, on démarre avec 17 000 URL sur 12 mois. Donc, ce sont des portes d'entrée. Des portes d'entrée dans le réseau gris, pas dans le réseau noir, parce qu'on ne peut pas y accéder, c'est un réseau en général filtré par mot de passe. Mais dans le web apparent, on va pouvoir rentrer de là et crawler pour essayer d'avoir un web un peu plus profond. Il y a 3 couches de web pour faire vite. Il y a le web public, tel qu'il vous est présenté par un intermédiaire. Et donc, il y a plein de sortes d'intermédiaires, on vient d'en parler. Il y a le web gris, qui pour plein de raisons n'apparaît rarement par les intermédiaires, ce que Google ne veut pas vous présenter. Il trouve que ce n'est pas bon, que ce n'est pas pertinent. N'oubliez pas que la rationalité de Google, c'est la rationalité limitée. Il sait que vous lui offrez très peu de temps, que vous voulez une réponse rapide. Donc, tout son algorithme, il est basé sur vous répondre le plus rapidement possible quelque chose qui est commun en quelques centaines d'URL, sachant que vous ne dépasserez pas 60 URL. Donc prenez bien en compte quand vous récoltez vos URL, que cette liste d'URL est médiatisée par un tiers qui a sa propre rationalité. Et que chaque tiers a sa propre rationalité. Et qu'en fonction des oracles que vous allez utiliser, vous allez créer un biais d'éclairage sur le réseau que vous voulez étudier. Parce qu'ensuite, c'est vrai, on va faire du crawl, on va reparler tout à l'heure, mais n'empêche que la façon dont vous avez démarré votre crawl va donner un angle et risque de survaloriser un corpus plutôt qu'un autre. Le travail le plus idéal, c'est de demander une granularité très fine, une très grande quantité à plusieurs moteurs de recherche. Parce que le crawler, ensuite, lui, il ne s'épuise pas, c'est une machine, il ne se fatigue pas. Vous pouvez lui rentrer 100 000 pages d'entrée, c'est pas grave. Il ira. Mais au moins, l'intérêt d'avoir plusieurs entrées, c'est que vous faites une soupe dans le saladier de plusieurs rationalités différentes, et cette soupe de saladier dans plusieurs rationalités différentes va casser un peu le biais de dépendance que vous auriez par rapport à un oracle particulier. Ça, c'est une petite astuce si votre objectif est d'avoir un peu d'exhaustivité. Après, vous voulez peut-être choisir un oracle particulier parce que son angle d'attaque, je vous donnais l'exemple d'Isidore tout à l'heure, son angle d'attaque vous intéresse. Isidore va faire un travail qualitatif dans son corpus. Il ne va aller chercher que des sources qui sont officiellement des sources de production de connaissances et de savoir en sciences humaines et sociales. Et donc, il a un biais, et ce biais vous intéresse. Ça peut être intéressant. Ou bien, vous voulez que les pages qui ont eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, les pages populaires. BuzzSumo est un excellent moteur pour ça. Si vous voulez ce qui s'est dit, la crème de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, BuzzSumo est beaucoup plus intéressant que Google.
Alors, l'installation de MyWeb Intelligence, d'abord, nécessite des prérequis. Donc, vous allez avoir besoin d'installer 4 éléments qui, normalement, pour ceux qui ont déjà installé des logiciels open source, oui. Vous parlez de 3 niveaux de Oui, web. le niveau public. Après le gris. Après le gris, il y a le noir, c'est-à-dire celui auquel on accède uniquement par les logins et mots de passe. Faites pas Voilà. référence à tout ce qui est Tor, etc. Si, un peu, il y a ça aussi, mais c'est une façon d'interdire. On peut y aller via un Tor et récupérer si on a les logins et les mots de passe. Non, pas pour l'instant. D'accord. Pas pour l'instant. Mais c'est une piste intéressante à ouvrir. C'est l'adressage et l'URL de Tor. Parce qu'il suffirait ensuite, si on peut simuler un client Tor très rapidement, lui donner des URL qui sont interprétables par Tor, et ensuite il récupère après ça reste une page de contenu, il y a des URL Tor dedans, et donc il est parti. Donc ce ne serait pas un gros développement de lui donner une option un client Tor. Parce que Python a déjà un plugin qui fait client Tor. Donc ce ne serait pas une grosse option. Et ce serait quelques lignes de développement à peine pour lui dire je veux que tu te comportes, que tes requêtages ils sont filtrés par Tor. Et donc je veux que tu te comportes comme un navigateur Tor plutôt qu'un navigateur normal. Et là on se baladerait. Non, le noir, c'est pas le crypté. Le noir, c'est ce à quoi vous ne pouvez accéder que si vous avez un compte et un login et un mot de passe. Et c'est 3 niveaux. Parce que le fait que ça soit crypté, une fois que je lance mon navigateur Tor, j'accède à du blanc, quoi. Le moteur de recherche qui sont dans Tor vont me donner du blanc et du gris. Donc 4 environnements. Python, alors on a découvert il n'y a pas longtemps grâce à un étudiant que Python vient de passer à 3.8 et que notre MyWeb n'est pas encore updaté pour 3.8, ça ne devrait pas tarder. Donc Python a installé le 3.74 qui était juste le dernier avant 3.8. Pip, ça vous permet d'importer un logiciel open source et surtout de maintenir sa mise à jour parce qu'après par une simple ligne de commande vous allez pouvoir récupérer la mise à jour. Pareil pour Git. Git, ça va vous permettre d'utiliser le versionning du logiciel. Et VirtualEnv, ça on a fait ce petit élément en plus, c'est qu'on utilise un environnement virtuel quand on utilise MyWeb. Ça veut dire que dans votre ordinateur, en fait, on va enfermer notre installation dans une coquille, et tout ce qui va se passer dans l'ordinateur va être enfermé dans cette coquille, elle ne va pas communiquer avec le reste. Ça, c'est pas utile pour l'instant, mais pour plus tard, quand on va commencer à s'interconnecter à des API, etc., on veut enfermer en fait tout le processus dans un œuf d'une machine virtuelle. Et c'est beaucoup plus simple en fait parce qu'on maîtrise cette machine virtuelle, on maîtrise les interactions qu'il y a dans cette machine virtuelle. Et enfin, comme MyWeb Intelligence est installé avec SQLite, c'est une petite base de données de base, le logiciel qui s'appelle DB Browser for SQLite est un petit logiciel qui permet de fouiller votre base de données pendant qu'elle se construit. Et donc voilà, comme on a fait un développement très léger, c'est les 4 prérequis que vous devez avoir installés pour pouvoir installer MyWeb Intelligence et pour pouvoir regarder la base de données quand elle va se constituer. Alors, on a fait le test au moins 60-70 fois, là, avec 70 machines différentes, 70 étudiants différents, et que ce soit Windows ou Mac, il n'y a pas eu de problème. J'ai pas de souvenir de problème particulier. Lequel ? C'était quoi les problèmes ? C'était avant qu'il fallait installer tout ça. Ah oui, bien sûr. Vous étiez la première mouture d'expérience. C'est que, évidemment, quand on bosse sur un projet, la fois où on l'a installé, le logiciel, c'était il y a très longtemps. On a réinstallé le logiciel, mais on a oublié qu'on avait installé des prérequis avant. On a oublié qu'à l'époque, on avait dû installer les prérequis. Donc c'est pour ça que je fais ce slide. Ce slide, c'est minimum ces prérequis avant de démarrer. Et depuis que je fais installer d'abord les prérequis, l'installation maintenant se fait avec une vitesse. L'enjeu aussi de MyWeb, c'est de faire un outil léger, rapide, facile à installer. Deuxième élément, donc, comment on installe MyWeb ? C'est très simple, c'est une seule ligne de commande. C'est le Git. On va faire un clone de MyWeb, on va écrire dans son terminal cette ligne de commande, git clone, MyWeb Intelligence, Elle est en ligne dans GitHub, donc je vous montrerai tout à l'heure la page de GitHub où toutes ces lignes de commande sont mémorisées. Vous rentrez cette ligne, ça installe dans le répertoire où vous êtes une version de MyWeb Intelligence.
Le gros avantage de Git, c'est qu'à chaque fois que nous, on va faire une mise à jour, vous ferez un git pull, une fonction qui s'appelle git pull, dans le répertoire où vous êtes, et c'est totalement transparent, votre mise à jour est faite. Donc, première ligne de commande à apprendre, git clone. Git clone, clone-moi le répertoire qui est sur le site GitHub et fais-moi une version déposée. Comme ça, vous ne vous posez pas de questions. Si nous, on améliore progressivement le logiciel, ce qui va arriver dans pas longtemps, eh ben, vous aurez une annonce. Si vous suivez un peu l'actualité de MyWeb, vous aurez une annonce. Ou même de temps en temps, hein, n'hésitez pas à faire un git pull. Et vous allez voir, vous allez avoir une interface qui va apparaître sur votre terminal et qui va vous dire ce fichier a été changé, ce fichier a été changé, ce fichier a été changé. Et donc, ça vous maintiendra à jour. Donc, dans le répertoire où vous êtes, va être créé un répertoire qui s'appelle MyWeb Intelligence Python. Il faudra travailler dans ce répertoire. C'est dans ce répertoire qu'il y a le logiciel. D'accord ? Il y a votre répertoire à vous, où vous avez installé, mais le logiciel, il est dans un répertoire particulier qui s'appelle MyWeb Intelligence Python. Et pour déclencher le logiciel, il faut nécessairement déclencher une machine virtuelle, un environnement virtuel. Et donc, il y a la commande que je vous montre là, qui, une fois que vous avez installé VirtualVenv, vous devez installer une machine virtuelle sur votre répertoire. VirtualVenv, c'est le logiciel qui permet de créer des machines virtuelles. On est d'accord avec le concept de machine virtuelle, c'est un clone, un simulacre de votre machine. Mais dans votre projet à vous d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore créé une machine virtuelle pour votre projet. Et la commande que je vous montre ici, VirtualVenv, c'est de créer la machine virtuelle qu'on va appeler Venv grâce à VirtualVenv. Ça va rajouter un répertoire, Venv, on aurait pu l'appeler différemment, hein, mais ça va rajouter un répertoire qui est votre machine virtuelle. Et donc ensuite, à chaque fois que vous voudrez travailler, il faudra activer votre machine virtuelle. Et vous verrez que votre terminal précédera les lignes de commande par le nom de votre machine virtuelle entre parenthèses. Évidemment, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure, mais il faut d'abord comprendre la logique. Il faut créer pour son projet de recherche une machine virtuelle qui est propre à ce projet, et ensuite il faut réveiller la machine virtuelle, il faut l'allumer, ce qu'on appelle activer. Et à chaque fois qu'on va vouloir bosser, les installations, on les aura fait une fois pour toutes, il faudra démarrer par activer sa machine virtuelle pour travailler dans l'environnement virtuel. Ensuite, MyWeb Intelligence, comme tous les logiciels open source, dépendent de plein d'autres logiciels, une suite de logiciels, et pas n'importe quel logiciel, des logiciels selon une certaine version. Donc il y a un fichier dans le répertoire de MyWeb Intelligence qui s'appelle requirement.txt. Ce fichier est très important parce que dedans, il y a tous les logiciels dont dépend MyWeb Intelligence, et quand il va y avoir des nouvelles versions de MyWeb Intelligence, eh ben on va sûrement dépendre de nouveaux logiciels, voire de logiciels qui se sont updatés eux-mêmes. Donc grâce à ce fichier actualisé, quand vous installerez ou vous ferez des mises à jour, eh ben, il pourra aller chercher aussi les nouveaux logiciels dont on dépend. Donc ce fichier requirement.txt, à ne pas supprimer, à ne jamais enlever, très très important, parce que MyWeb Intelligence va évoluer, mais les fichiers dont il dépend vont évoluer. Et il sera compatible qu'avec une certaine version de certains fichiers. Donc c'est un arbre de dépendance entre les différents logiciels qu'utilise MyWeb Intelligence. C'est pour ça que MyWeb Intelligence est très léger, parce qu'en fait, il est juste une petite couche dans un écosystème de logiciels. Et ça, c'est la logique de tous les logiciels aujourd'hui open source, c'est qu'ils sont... En fait, on ne réinvente pas la roue. À chaque fois qu'une fonctionnalité a été créée, on choisit la meilleure occurrence de cette fonctionnalité et on la récupère dans son propre projet logiciel. Donc, ce fichier requirement.txt, vous avez un pip install, il va lire ce fichier, il va prendre la liste, il va prendre les versions de ces applications et il va les installer automatiquement dans MyWeb. Et ensuite, il y a la création de la base de données, qui est une base de données SQLite. C'est la plus légère et c'est surtout celle qui est intégrée dans Python. Donc, on n'a pas besoin d'installer une autre base de données. Alors, pour des projets en sciences humaines et sociales, ça suffit. Si un jour on veut travailler dans vraiment le big data, etc., il faudra un projet d'autre envergure. La première version de MyWeb Intelligence travaillait avec des serveurs MongoDB, etc., mais on avait inventé un bombardier très lourd
qui en fait ne nous servaient pas. Aujourd'hui, avec un SQLite qui est natif dans Python, bah vous faites juste une fonction Python DB et c'est parti. Il installe tout de suite une base de données qui est transparente. Base de données très importante parce qu'on va souvent travailler avec. Par exemple, avec DB Browser, on pourra les regarder à la main et faire du requêtage SQL dans cette base de données. Donc quand il y a des modifs, quand il y a des problèmes, quand il y a des bugs, et ben plutôt que de chercher dans le code, ben on nettoie la base de données à la main, quoi. Ce qui peut arriver souvent. Donc voilà, si on fait cette étape-là, ce qui est assez rapide, une fois pour toutes, votre MyWeb Intelligence est installé. Donc moi, je n'ai pas installé MyWeb Intelligence par projet. J'ai fait un répertoire quelque part MyWeb Intelligence et j'y mets tous mes projets, en fait. Ça fragilise, hein, parce que quand je sauvegarde, par exemple, la base, je suis obligé de sauvegarder tous les projets en même temps. La rigueur voudrait que pour chaque projet que vous créez une instance de MyWeb Intelligence, comme ça, la base de données qui sera travaillée, elle sera uniquement liée à votre projet. Ce qui permet après tout simplement d'aller chercher ce fichier, de le sauvegarder sur un disque dur, sur un clé. Vous êtes sûr de ne pas le perdre. Voire de l'envoyer à quelqu'un. Vous avez fait du crawling, du nettoyage, etc. Vous avez un collègue qui veut bosser sur votre base de données. Vous prenez juste le mywi.db, c'est-à-dire la base de données, qui est un simple fichier. Vous l'envoyez à votre collègue. Il le met dans son MyWeb Intelligence et il récupère tout votre travail. Donc ça, c'est un côté très pratique. Je vous montrerai tout à l'heure l'arborescence. Donc au bout d'un moment, on a un truc qui ressemble un peu à ça. J'ai quelque part normalement prévu. Poum, poum, poum. Voilà. Donc, moi j'ai créé un répertoire qui s'appelle MyWeb Python. Dedans, j'ai installé le logiciel MyWeb Intelligence, Python. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est le guide qui l'a installé tout seul. Et j'ai installé un Vend. Bon, j'ai installé après plein d'autres choses. Et voilà, grosso modo, MyWeb. Bon, ça ne devrait pas être là. Désolé, j'ai pas eu le temps de préparer pour la démo le répertoire. Mais grosso modo, tout le code... Ah, on voit pas. Pardon. Il faut que je sorte du plein écran de PowerPoint. Ah oui, je suis en train de vous parler. En fait, vous ne voyez pas ce que je suis en train de montrer. Voilà. Donc, je recommence. Moi, je me suis créé un répertoire qui s'appelle MyWeb Python. Dedans, j'ai fait toute la procédure que je vous ai expliquée. Ça a installé un répertoire MyWeb Intelligence Python, tout simplement. Donc, j'ai fait aussi la procédure Venv. Et ici, il y a un truc qui s'appelle MyWi. C'est tout le script Python. Ça veut dire tout le codage qui a été développé par Jean pour faire fonctionner MyWeb Intelligence. Si on veut modifier MyWeb, si on veut travailler sur MyWeb, le code est rassemblé dans un seul répertoire. Et deuxième élément ici, l'autre partie très importante, ça c'est votre machine virtuelle, et c'est data, dans lequel, alors à force de bosser, vous laissez traîner plein de choses, c'est pas bien. Dans lequel il y a deux choses, il y a la base de données, MyWebDB. Alors c'est elle qu'on va aller chercher avec DB Browser, je vais vous montrer tout à l'heure, et on peut regarder directement la base de données. Donc ça c'est très utile pour le nettoyage, pour les bugs, etc. Et il y a ici un répertoire qui s'appelle Land, parce qu'en fait, MyWeb Intelligence garde une copie HTML de toutes les pages qu'il a crawlées. Ça crée un gros fichier, un gros répertoire, et vous avez une copie des pages. Parce que si les pages disparaissent, on a une copie HTML, qui est une copie pas parfaite, mais qui est une copie quand même des pages, parce que beaucoup de pages disparaissent en 2-3 mois. Moi, j'étais surpris au fur et à mesure de mes études de voir qu'en un an, on peut perdre 15 à 20% de son corpus, qui n'est plus accessible. Donc ça pose problème. Donc là, on aura une version HTML. Et puis plus tard, quand on va faire du recodage XML, quand on va commencer à rentrer des fonctions pour transformer une page HTML en autre chose, eh ben on aura le code HTML. Et si la page a disparu, on pourra faire du recodage XML, du Blinkcore et compagnie. Alors, pourquoi je vous présente aussi ce répertoire? Parce qu'il a tendance à grossir. Plus votre projet est énorme, plus il est gros. Et donc, parfois, il faudra le vider. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais une copie de ce répertoire ailleurs et je supprime les fichiers. Tant que j'en ai pas besoin, ils ne me servent à rien. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui n'a pas d'utilité pour l'instant parce qu'on n'est pas encore dans la conversion des XML.
c'est une utilité pour l'avenir. Le problème, c'est qu'il a une tendance à alourdir. Donc on va rajouter une petite amélioration dans le prochain. On vous donnera une option de crawl qui s'appellera archivage, qui sera false par défaut. Ça veut dire que par défaut, on ne fera pas cet archivage. Et il faudra mettre true dans cette fonction pour forcer l'archivage. Par défaut, on ne fera pas l'archivage, mais ça, vous serez prévenu, et on forcera l'archivage. Parce que s'il n'y a pas de raison d'étudier le HTML à proprement parler, ce qui est le cas dans 80% des cas en sciences humaines, on ne travaille pas sur le HTML, on travaille sur le contenu. Bon, alors, ça ne sert à rien d'archiver et d'alourdir son disque dur. Après, rien ne vous empêche de mettre true à chaque fois et d'installer l'archivage. Ça vous paraît clair pour l'instant ? On arrive à un stade à un moment, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne sur le terminal. Donc là, je suis dans mon répertoire de logiciels et vous repérez le petit vanv qui dit que je suis dans une machine virtuelle. Et c'est comme ça que vous savez que vous êtes en train de bosser sur une machine virtuelle. Là, par exemple, je viens de faire une fonction où j'ai rajouté 16 726 URL au projet Gilets jaunes. Parce qu'on va faire une cartographie des Gilets jaunes sur l'année pour son anniversaire. Et donc, en entrée, on a 16 000, il faut imaginer que c'est exponentiel, ça veut dire qu'on va peut-être avoir 150 000 ou 180 000 pages traitables pour travailler sur un énorme corpus pour faire la cartographie des acteurs du Gilet jaune. Ça va être un beau corpus comme on les aime. Donc, tant que vous n'êtes pas comme ça, dans votre répertoire My Web Intelligence Python Vanv, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui ne marche pas, et donc vous ne pouvez pas lancer les lignes de commande. Si vous me suivez pas à pas, et je voulais vous montrer aussi la page GitHub de MyWeb, qui est là. Si vous allez sur GitHub, alors je ne présente pas GitHub, hein, c'est la plateforme qui recueille tous les logiciels open source. Vous allez taper MyWeb Intelligence, il y a deux répertoires, il y a l'ancien MyWeb Intelligence, qui a été développé en Node.js, MongoDB, enfin blablabla. Et il y a une version MyWeb Intelligence Python qui est ici. Et c'est ici qu'on retrouve l'adresse en fait, du Git. Et là-dedans, dans la première page d'accueil, qui est le README de base, vous avez un rappel de toutes les commandes qui vous permettent de les copier-coller et de ne pas faire de faute. C'est ce que j'utilise en permanence, moi, c'est... j'apprends pas la ligne de commande. Hein. Je la copie-colle et je la fais fonctionner. Je suis l'utilisateur idéal, parce qu'en informatique, je suis une buse. Donc si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde dans le monde. L'installation est faite. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous paraît clair? Alors, en effet, la première fois qu'on l'a installé avec un premier groupe, j'avais complètement oublié les prérequis parce que je n'avais pas réinstallé moi-même MyWeb Intelligence depuis des années. Et puis quand je l'ai réinstallé, ça marchait tout le temps parce qu'en fait, j'avais oublié que mon ordinateur avait déjà tous les prérequis. Donc j'ai rajouté la fonctionnalité prérequis qui fait que, normalement, une fois que vous avez les prérequis qui se sont bien installés, l'installation se fait en moins de 5 minutes. Vraiment, moins de 5 minutes. OK. Donc, première étape du projet, créer son land. On l'a appelé ça un land, un territoire numérique. Et en fait, c'est créer un projet. Première étape de création du projet, créer son land. Donc, on est bien dans le Vanv. On pense bien à retourner dans son répertoire de travail du logiciel, MyWeb Intelligence Python, à se retrouver dedans et à activer son Vanv. Et donc, on va se retrouver avec cette petite parenthèse, Vanv parenthèse, et le répertoire MyWeb Intelligence Python. C'est la base pour démarrer. Premier élément, on va créer le land, c'est-à-dire créer le projet. Il faut lire ces commandes une fois pour toutes comme une hiérarchie, comme une arborescence d'arbres. Je dis ça, je sais que si les informaticiens nous regardent derrière l'écran, ils doivent se moquer, mais on est vraiment, l'idée c'est vraiment qu'on n'a pas besoin d'être informaticien pour utiliser ce logiciel. Python, ça veut dire que j'appelle l'interpréteur Python parce que ce sont des codes en Python. MyWi, c'est le fichier d'entrée du logiciel, c'est lui qui va redistribuer tous les ordres, en fait. Il y a dans le répertoire MyWi un fichier qui s'appelle mywi.python.py, et c'est le distributeur d'ordres. Il reçoit les ordres et il les redistribue à des fichiers particuliers. Les ordres viennent après. Donc Python MyWi, vous l'aurez dans toutes les commandes. À prendre par cœur une fois pour toutes,
Python myweb.py, c'est rentrer, parler, discuter avec MyWebIntelligence. Mais après, il faut lui donner des ordres. Donc, c'est comme un menu, il y a une arborescence. Dans le menu land, j'utilise la fonction create. Et d'ailleurs, si vous allez chercher, vous trouverez un fichier qui s'appelle land.py, qui rassemble toutes les fonctions create. Et donc, les petits tirets, ce sont des options. Donc, ici, par exemple, land create, name, donc quel est le nom du projet sur lequel vous travaillez, desk, quelle est la description de ce projet. Ça sert de mémo, ça vous permet de créer un projet et de rentrer deux références. Alors, le name est très important parce qu'on ne va pas cesser d'appeler son projet par son nom. Petite astuce, j'utilise jamais de nom avec des espaces, avec des accents, et j'essaye d'être à moins de 8 lettres. Ce sont des noms techniques. Ça vous sert, vous, à appeler et à différencier vos projets. Ce n'est pas fait pour être visible. Donc, dans le name, vous embêtez pas, écrivez 8 lettres, qu'elles soient claires pour vous, sans accent, sans espace. Si vous voulez créer de l'espace, préférez les underscores. Parce que comme vous allez le taper souvent, je vous invite vraiment, même si vous êtes capable de mettre 3 lettres et que c'est clair pour vous, mettez 3 lettres. Deuxième élément important, vous allez rajouter dans votre projet, donc on est toujours dans land, fonction alterne. Donc il faut lui préciser dans quel projet. Donc land name, c'est le nom du projet que vous venez de donner juste avant. Un dictionnaire, un ensemble de mots. Ce dictionnaire va lui permettre d'évaluer les pages et leur pertinence. Alors aujourd'hui, l'algorithme de pertinence, il est d'une bêtise et il est minimal, mais il fait son boulot. Plus on va crawler, plus on va ramener du bruit. Et le bruit, c'est 95% des pages qu'on va crawler. Donc on va lui donner des mots qui permettent de discriminer, de dire que l'individu page que je cherche, il doit avoir un minimum ces mots à l'intérieur du corpus, à l'intérieur du texte. Donc il faut faire attention, par exemple, on a discuté avec Fabien, qui fait sa thèse sur l'Anthropocène, et en fonction des mots qu'on va mettre et des mots qu'on ne va pas mettre, on va induire MyWeb à refuser une page ou à en accepter une. Et à survaloriser une page ou à sous-valoriser une page. Donc faites attention à votre dictionnaire. L'idéal, c'est d'avoir des mots extrêmement discriminants. Gilet jaune. La page parle de gilet jaune ou parle pas de gilet jaune. Voilà. Ça, c'est un élément important. C'est facile. On a travaillé sur Juan Branco. On avait mis Juan Branco crépuscule, Branco, Juan, puisque certains l'appellent par son prénom. Donc, il y a des pages où c'était Juan crépuscule. Donc, on a mis Juan Branco, on a mis Juan, on a mis Branco, et on a mis crépuscule. Voilà. Et comme ça, quand MyWeb va commencer à crawler, la courbe exponentielle va arriver. Première vague, il va voir arriver des pages. Il va chercher les mots dans le texte parce qu'il va supprimer toute la page, il va récupérer le contenu principal. Et dans ce contenu principal, il va chercher le nombre de fois qu'il y a ces mots. Et très bêtement, à chaque fois qu'il va rencontrer un des mots, il va rajouter un point. Et il y aura un indicateur qui s'appelle relevance qui va vous dire « j'ai trouvé autant de fois tous ces mots ». On va améliorer ça. Pour l'instant, ça sert et ça marche bien. Parce qu'en général, une page qui a moins de 3 points en relevance, c'est une page qui a du bruit. Donc ça permet de supprimer très vite 90% des pages qui ont été crawlées. Alors pas toujours, parce que si vous avez fait une recherche extensive, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ce qui peut m'intéresser, c'est les pages qui ne parlent pas de mon sujet, mais qui ont été citées par les pages de mon sujet. Et donc là, je fais un travail avec relevance 0. Mais là, à la main, il y a un gros nettoyage, parce qu'il y a vraiment des pages qui n'ont strictement rien à voir avec la controverse. Est-ce qu'on peut relier ça au principe du UTF-IDF, le nombre de fois où le terme est retrouvé par rapport au corpus précédent ou, Ouais. Ça, c'est déjà des algorithmes un peu plus avancés, puisque ça fait des arbres de mots. S'il y a gilet jaune, plus éventuellement... Ouais, les n-grammes, tout ce qui est n-grammes, c'est-à-dire association de mots. Ouais. Mais ça, c'est le développement futur. D'accord. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à un moment, on voudrait même que le corpus, que votre dictionnaire soit dynamique. Ça veut dire qu'on analyse votre texte. Qu'il apprenne voilà. Au fur et à mesure du crawl, il va trouver gilet jaune associé à quelque chose. Et il va trouver que cette association a une probabilité très élevée et il va vous le proposer en dictionnaire. Et on pourra même imaginer un système automatique dans lequel on va dire « nourris ton dictionnaire tout seul ». Voilà. Là, oui. À ce propos, du dictionnaire, est-ce qu'on peut mettre des
dates, en fait, ça va être sur des mots, est-ce qu'on peut avoir des dates? Oui, parce que mais il va la considérer comme un mot. Si tu mets 18 Brumaire au 24 avril ou 1er mai, il va considérer que c'est un mot, il va chercher le 1er mai. Mais un des développements futurs qui est intéressant, parce que là on est aussi pour débattre et pour discuter sur le futur, c'est l'apprentissage dynamique de son propre dictionnaire. Ça veut dire il arrive déjà les n-grammes. Ça c'est facile à développer. Ça c'est un des trucs, c'est vous mettez Anthropocène et il y a un mot particulier qui est systématiquement associé à Anthropocène, auquel vous n'avez pas pensé. C'est crise de l'Anthropocène par exemple. Ben, le mot crise, il est suffisamment fréquemment associé à Anthropocène pour considérer qu'il a un sens particulier dans votre controverse. Et donc MyWeb devrait pouvoir vous offrir une fonctionnalité qui va vous dire, voilà, il y a des mots associés avec une certaine pertinence aux mots que vous m'avez donnés. Est-ce que vous voudriez les rajouter au dictionnaire pour m'aider à noter les pages? Et donc, il y a un concept qui vous a échappé qui s'appelle crise structurale de l'Anthropocène. Et il vous a échappé, il va vous dire, attention, Anthropocène, moi je vois souvent le trinème crise structurale Anthropocène. Est-ce que crise structurale, ça vous intéresse comme dictionnaire? Donc ça, c'est la première étape. Et après, il y a une autre étape un peu plus élevée. Là, je rêve un peu. C'est de carrément faire un diagramme, une cartographie des mots par leur co-occurrence et de créer des clusters de mots. Et là, il analysera le sens quasiment en temps réel, enfin la structure sémantique en temps réel, et il pourra noter les pages selon leur appartenance à ce cluster. C'est ce que fait un peu Google. Ouais, c'est ce que fait Google. Ça veut dire qu'en fait, il va nettoyer les pages, il va trouver les mots les plus pertinents, il va voir leur co-occurrence, il va faire une cartographie. Quand il a cette cartographie du mot, il va détecter les clusters, c'est-à-dire les proximités de mots les uns avec les autres. Il aura donc un dictionnaire conceptuel. Il va dire, vous voyez, cette famille de mots, elles sont toujours ensemble, et elles sont suffisamment ensemble pour créer un concept à part entière, enfin un concept au sens sémantique. Et donc, quand je vais voir une page arriver, je vais prédire sa proximité au réseau global ou à ce concept particulier. Et il se peut même que des pages qui n'ont pas les mots que vous m'avez donnés ont une proximité avec le dictionnaire global que je me suis constitué. Et donc là, ça nous ouvrirait à l'analogie. C'est-à-dire que des pages qui n'ont aucun mot de ce que vous m'avez donné, mais qui, dans la structure de leur des mots discriminants, a une structure très très proche du dictionnaire global que j'ai constitué. Et donc je considère qu'ils ont une probabilité d'appartenir à tel concept, alors qu'ils n'ont aucun mot que vous m'avez donné. C'est bien entre les lignes, c'est les métamots. Enfin, voilà, c'est l'analogie. Ouais. Tout simplement l'analogie, ça veut dire que le pont sémantique que vous m'avez donné ne marche pas, je ne pouvais pas le trouver, mais comme j'ai élargi mon analyse du texte, et que je connais un dictionnaire que je fabrique en temps réel, eh ben je peux faire une probabilité que cette page appartienne à vos recherches. Mais là, c'est un projet de recherche à part entière, donc on espère qu'on va pouvoir mener ça. C'est le dictionnaire. Aujourd'hui, on est premier noyau. S'il n'y a vraiment pas les mots, je vais garder la page. Elle sera dans votre base de données. Hein. Vous taperez relevance 0, il va vous donner toutes les pages. Mais par contre, je ne crawlerai pas plus loin cette page. Je n'irai pas chercher les liens de cette page. Je considère que c'est un cul-de-sac. Donc je vais arriver à cette page, je vais la récupérer, elle peut vous servir, mais la page de cette page, Exemple, débat des gilets jaunes, on renvoie sur la Constitution française dans Légifrance. Il n'y a pas une fois le mot gilet jaune. C'est important de savoir qu'on a cité la Constitution française. Mais elle-même renvoie à toute une série de pages. Là, on s'éloigne beaucoup de la controverse sur les gilets jaunes. Donc, MyWeb va considérer que c'est un cul-de-sac et qu'il ne va plus aller chercher au-delà de ce cul-de-sac. Il va garder ce chemin, la page de ce chemin, mais il n'ira pas chercher. Par contre, tant qu'il va trouver une page qui pointe vers une page qui parle de votre dictionnaire, qui parle gilet jaune, eh bien, il ira chercher la page de la page de la page de la page jusqu'à arriver à cul-de-sac. Ce qui fait qu'à terme, le crawler s'arrête. Il s'arrête quand il ne trouve plus de pages qui ont les mots de votre dictionnaire. D'où le risque de faire un dictionnaire trop large, parce que par exemple Fabien au début voulait mettre une trentaine de mots. Le problème c'est que si tu mets le mot LE,
ben, le crawler ne s'arrête jamais. Donc il faut que ce soit des mots discriminants, suffisamment pour bien réfléchir, pour bien noter la page qu'il a reçue, mais qui soient très discriminants comme mots, qui permettent vraiment de ne pas confondre des phrases. Et ensuite, donc une fois qu'on a nourri ce dictionnaire, il y a une bonne petite réflexion sur ce dictionnaire. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, moi je travaille avec des sujets très simples, du type vraiment très gilet jaune, c'est assez simple. Fabien nous a challengé un petit peu en travaillant sur Anthropocène, mais en même temps crise industrielle, rupture. Donc il a fallu vraiment réfléchir au dictionnaire. C'était très intéressant, on a eu une longue discussion là-dessus. Et ça m'a permis d'affiner en fait ce que j'appelais un dictionnaire discriminant. Quatrième étape, on va rajouter les points d'entrée. Très important, la liste d'URL de départ, parce que, on va récupérer déjà votre corpus, le corpus que vous connaissez déjà, mais ce qui est intéressant dans MyWeb, c'est de récupérer un corpus que vous ne connaissez pas. Donc, plus est gros le corpus de départ, plus vous avez déjà pré-mâché le travail pour MyWeb, bravo, et plus votre corpus va grossir. Pas d'inquiétude, parce que si ce sont des pages qui ne sont pas pertinentes, eh ben, il va s'arrêter au premier niveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire attention aux biais. Les moteurs de recherche, les différents oracles ont vraiment une vision du monde très particulière. Donc, si vous ne faites pas attention à cette vision du monde, à cette construction du monde, eh ben, le crawler aura tendance à renforcer cette vision du monde. Je vous donne un exemple. Si j'ai tapé gilet jaune tout à l'heure, dans Google, Google, il est là, c'est un acteur institutionnel majeur. Donc, il a un biais social très fort. Il va vous mettre en avant la presse nationale, la presse internationale, les grandes institutions, puis c'est tout. Du coup, vous allez avoir déjà un corpus qui est très biaisé sur un sujet comme les gilets jaunes. C'est-à-dire vous allez avoir, en gros, la parole d'État, quoi. La parole d'État et la parole des grands médias. Mais si vous crawlez à partir des liens, comme les liens sont des construits sociaux, bah vous allez construire sur des liens de gens qui ont une certaine homogénéité sociale et donc qui renverront vers des gens qui sont autorisés. Donc l'idée de multiplier les oracles qui ont des rationalités différentes et surtout de demander beaucoup d'entrées, c'est à un moment casser un peu, créer de la multirationalité parce que vous avez fait rentrer plusieurs projets en même temps. Exemple, nous on a dit, on va chercher tous les jours, on va forcer Google à nous sortir 150 URL de départ par jour et on va faire 17 000 URL. On avait 16 072. Ce qui fait qu'on force Google à aller chercher dans ses tripes les URL qu'il n'avait pas envie de nous présenter. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va utiliser BuzzSumo pour voir ce qui a beaucoup été partagé en viralité. Parce que ce qui est partagé par la population française sur Facebook n'a rien à voir avec ce que Google considérait être de la bonne information. Donc nous, on veut ce bruit. Justement, l'intérêt du gilet jaune, c'est une révolte. Et on veut la parole qui n'est pas instituée. Et donc la parole qui n'est pas instituée, un des biais, c'est qu'on va utiliser BuzzSumo qui va nous apporter les grands partages des choses qui ne sont pas institutionnelles, que Google cache. Et ça, c'est une sensibilité qu'il faut avoir, c'est un des objets de recherche. Nous sommes dépendants d'infomédiaires qui ont leur propre intérêt sociopolitique, si ce n'est des intérêts algorithmiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusque-là, on disait oui, il y a des biais algorithmiques, il y a une façon de voir du monde, ça c'est Dominique Cardon et compagnie. Non, aujourd'hui, il y a des rapports de force entre État et infomédiaires, entre État et réseaux sociaux, entre gouvernants et réseaux sociaux, qui fait qu'au bout d'un moment, les moteurs de recherche doivent être présentables. Et moi, j'ai vu, ça fait 5-6 ans que je fais du crawling, j'ai vu comment Google, ces derniers temps, alors je ne peux pas le démontrer aujourd'hui, mais on constate assez facilement, si vous tapez Gilet jaune, Emmanuel Macron, vous allez voir des informations qui sentent l'ancien monde. C'est-à-dire la presse nationale, la télévision, les institutions, et de moins en moins ce que je sais du web. C'est-à-dire 99% du web, c'est du web sauvage. C'est de la prise de parole sauvage. Et vous verrez que Google vous fait de moins en moins accéder. Il va considérer que c'est du bruit, que c'est pas pertinent, que c'est pas... Lui, il cherche une autorité. Il cherche une parole d'autorité. Pour lui, vous êtes un usager qui avait 10 minutes pour vous répondre à la question. Il ne va pas vous embêter avec des gens qui disent n'importe quoi. Donc pour un chercheur en sciences sociales, ça pose problème. Pour quelqu'un qui cherche dans des micro-communautés, même en marketing, hein, si ce qui vous intéresse, c'est des micro-communautés données, si elles parlent dans des sites pas très intéressants, Google fera sauter. Les forums, il fait sauter. Toutes les discussions sur les forums, il fait sauter. Il faut le forcer pour vous faire sortir les forums.
Et ensuite, quelques options pour supprimer, pour en savoir. Landlist, par exemple, ça vous donne la liste de tous les projets, etc. Quand vous parlez de forcer, justement, là, il n'y a pas un problème par rapport à tout ce qui est blacklistage de l'adresse IP qui requête, ou vous passez par des proxys? Non, parce que, en fait comme on va les chercher à la main, nous, au début, on avait développé un connecteur qui allait directement dans Google et qui récupérait les URL. Sauf qu'on se faisait bloquer tout de suite. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on lui demandait trop de requêtes et il nous bloquait. Donc c'était insolvable, et puis inutilement insolvable. Donc on le fait à la main. Et au bout d'un moment, vous allez voir, il va vous faire apparaître un « Je ne suis pas un robot ». Ouais, c'est ça. Vous allez cliquer, et puis après, il va vous vouloir que vous cochiez sur des photos. Bon, c'est une épreuve, hein, c'est un truc à faire, mais bon, c'est maximum une demi-journée dans votre projet de recherche, c'est pas grand-chose, et vous allez lui chercher. Là, on était une dizaine d'étudiants, et on s'est chacun pris un mois, et on a chacun travaillé sur notre truc, et on a fait 16 000 entrées. 16 000 entrées, je suis impatient de voir, mais je pense qu'on va atteindre un niveau de granularité qui est extrêmement fine, parce que 16 000, ça va faire 250 000 pages à peu près. Donc 250 000 prises de parole en un an, on va atteindre un niveau de granularité très très fin. Voire même d'ennui, parce qu'au bout d'un moment, on va vraiment trouver des paroles qui n'ont strictement, mais vraiment strictement aucun intérêt. Et puis on peut supprimer delete, on peut supprimer le projet. Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant? Donc tous les éléments, l'élément le plus important, c'est le dictionnaire et la façon de faire rentrer les URL au départ. Ça crée des biais, il faut être conscient de ces biais. Ensuite, le crawl lui-même. Alors le crawl, il a plusieurs options. Donc on retrouve un Python, MyWe, land, crawl, votre projet, land name, et il y a deux options. Premièrement, comme ce n'est pas un serveur, c'est un logiciel client, il occupe votre ordinateur. Donc on lui a mis une limite. Vous lui donnez un chiffre et il va crawler uniquement ce chiffre. Pas plus d'options. On voulait mettre plus d'options, mais ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il va faire, c'est que lui, dans votre base de données, il a une pile à faire qui est rentrée. Vous lui avez rentré 16 000. Si je lui dis crawl 1000 URL, il prend les 1000 qui ne sont pas encore crawlés, il les 1000. Il les crawl. 2000, il crawl. 3000, il crawl. Et puis quand il aura fini le niveau 0, il aura stocké des URL du niveau 1, c'est-à-dire celui qu'il a découvert lui-même, et une fois qu'il a fini 0, il rattaque les 1, les 2, les 3. Et à chaque fois que vous lui donnez 3000, 5000, il va au boulot. Il regarde ce qui lui reste à crawler, et il crawl. Moi, le soir, par exemple, j'ai un desktop, j'ai un ordinateur physique dans lequel il y a MyWeb. Le soir, avant de m'aller coucher, je lui en donne 30 000 à faire. Il est fait. Je me réveille le matin, en général, il les a fait. Mais je ne me pose pas de questions. Il va faire d'abord tous les zéros, parce qu'il considère que si vous lui avez donné, c'était le plus important pour vous. Il va découvrir les 1. Il va faire tous les 1. Là, il va passer facilement à 150 000 URL à gérer. Quand il aura fini l'URL 1, il passera au 2. Et si vous êtes pugnace, un jour, il ne trouvera plus rien. Il aura épuisé le corpus. Il tourne en boucle comme ça, et puis il s'enfonce. Mais plus il s'enfonce, plus la quantité de travail est énorme. Juste avec cette fonction crawl. Tout simple. C'est la méthode la plus simple qu'on ait trouvée pour pas que vous commenciez à vous battre avec des paramètres et créer des biais. Et deuxième élément, il y a une option HTTP qui est très importante parce que les serveurs ne sont pas toujours disponibles. Vous avez demandé une page, et ce jour-là, pas de bol, à cette minute-là, à cette seconde-là, cette page ne vous a pas répondu. Ou votre web a cassé, ou votre connexion était défectueuse, ou il y a eu... Et donc vous allez avoir des 402, des 403, des 405, c'est-à-dire des messages d'erreur. Le serveur vous a envoyé un message d'erreur. Parfois, MyWeb lui-même va se planter. Il va vous mettre un 000. 000, c'est une erreur de notre part. C'est MyWeb qui s'est planté. Il sait qu'il s'est planté. Il a fait une erreur. Et au lieu de vous donner une gestion des erreurs, on a créé un 000 en disant cette page, il y a eu une erreur. Du coup, vous pouvez lancer des crawls spécifiques par faute. Vous pouvez faire un crawl HTTP 404. Toutes les pages qui n'étaient pas disponibles, essayez de les recrawler. Demain, après-demain, et plusieurs jours. Le crawl minimum qu'il faut faire, c'est le crawl 000, c'est-à-dire que c'est une faute de notre part. HTTP égale 000. Et vous récupérez toutes les erreurs qu'on a faites. Et ensuite, 404 c'est plus célèbre, 500 c'est plus célèbre, etc., etc. Donc, les HTTP statuts, c'est pas nous qui les avons inventés, hein, c'est le langage que 2 Machines
échange quand on demande du web. La machine à qui vous avez demandé une page vous renvoie la page ou vous renvoie un message d'erreur avec un code. Ce code est enregistré et ça vous permet de repasser. Par exemple, Fabien, on a découvert un bug. Il avait constitué une base de données de 70 000, 80 000, je ne sais plus combien, URL, et on a découvert qu'en fait, à cause d'un bug dans Windows, etc., il avait beaucoup de 00. MyWeb s'était planté. Fort heureusement, il ne va pas tout recommencer. Il va juste faire le crawl HTTP 00 et il va aller chercher celles qui ont bugué et il va les relancer. MyWeb Intelligence sépare la page web du domaine, l'éditeur. Donc il y a deux tables dans la base de données. La base des expressions, qu'on appelait expressions, je vous montrerai tout à l'heure. Je fais tout l'exposé et puis après je ferai la manip d'un seul coup. La page expression, page par page. Il extrait le nom de domaine et il fait une page nom de domaine, parce qu'on va vouloir tirer des informations au niveau du nom de domaine. Et donc il existe un crawl domaine crawl, qui lui va prendre le site racine, la page racine, et va récupérer les données sur la page racine, pour qualifier le domaine. Comme ça, on va extraire des informations sur le domaine qui a soutenu une page. On a extrait les informations d'une page, mais ce qui nous intéresse, c'est que cette page est hébergée par un site web, et on aimerait avoir des informations sur ce site web. Donc on les récupère grâce à cette fonction qui s'appelle domaine crawl. D'accord? Comme ça, quand on fera une analyse, on fera des analyses au niveau du domaine, et on fera des analyses au niveau de la page. C'est pas la même chose que de faire une recherche sur les expressions que sur ceux qui soutiennent cette expression, ça veut dire le centre éditorial. Alors, faites attention avec cette notion de centre éditorial, parce qu'il y a une troisième notion qui est intéressante dans MyWeb Intelligence, c'est les heuristiques. Il existe beaucoup de fermes de contenu sur le web, ce qu'on appelle les fermes de contenu. Par exemple, Facebook, c'est une ferme de contenu. Si je récupère ce qui a été dit sur une page Facebook, il va me dire, très bêtement, très naïvement, il va me dire, c'est Facebook qui l'a dit. Le domaine, c'est facebook.com. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. En fait, on sait que ce n'est pas Facebook, c'est un groupe de Facebook. Et donc, l'adresse, c'est facebook.com/groupe/ le nom du groupe. C'est lui le domaine. Parce que Facebook est une ferme de contenu, c'est-à-dire qu'il lui produit pas des choses, il permet à des gens de créer un sous-ensemble pour produire du contenu. Et donc, il faut que MyWeb soit capable de découper les noms de domaine pour vous dire, en fait, ça, c'est un site particulier. Donc, si je veux savoir quels sont les groupes Facebook qui ont parlé de ça, MyWeb va récupérer la page, il va dire c'est Facebook, il va aller lire un fichier qui s'appelle heuristique, et il va dire est-ce que Facebook c'était une ferme de contenu? Il va trouver Facebook, et il va dire attention, si c'est Facebook, regarde ce qu'il y a après, si c'est le mot groupe, alors il faut que tu découpes là-dessus. Et il va découper particulièrement le nom de domaine pour que quand vous ferez des cartographies, des analyses de domaine, ça ne sera pas facebook.com, ça sera facebook.com/groupe/ le nom du groupe. Et donc à chaque fois que vous allez découvrir des fermes de contenu, on va ajouter une ligne d'heuristique qui permettra de découper le nom de domaine selon sa pertinence éditoriale et non pas selon sa pertinence informatique. Vous avez suivi? C'est un peu confus peut-être? On a une difficulté, c'est YouTube, qui ne donne pas le centre éditorial, c'est-à-dire la channel YouTube, dans son URL. Donc là, c'est Watch. Ouais, c'est Watch machin. Et donc, il va falloir détecter YouTube et créer un crawling spécial dans YouTube pour aller chercher le nom de la page dans le machin et le refabriquer. Donc aujourd'hui, gros défaut, surtout dans Gilets jaunes, c'est que si vous faites une cartographie de site, YouTube va apparaître comme ça. Et on ne saura pas les channels. Donc ça nous demande un petit codage, parce que YouTube aujourd'hui joue un tel rôle d'influence qu'on a besoin d'un petit codage très particulier pour découper. Alors, il y a une petite astuce, c'est qu'en fait, il y a un crawler YouTube fait par un de nos collègues qui s'appelle Bernard Rieder, et, qui est à Amsterdam, et qui a inventé un crawler YouTube. Et donc, il a fait le boulot pour nous. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que j'absorbe tout, je prends YouTube, je le supprime de ma carte, et je lance le crawler de Bernard sur YouTube, et je fais une cartographie spéciale YouTube. Le problème, c'est que je n'ai pas la connexion entre la vidéo et les URL du web. Donc ça, c'est une limite. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est que je dis, MyWeb Intelligence, c'est fait pour travailler sur le web. Si vous voulez travailler sur les réseaux sociaux, il faut attaquer d'autres méthodes, par Twitter, par machin, etc. Et donc, il n'y a pas un mélange entre réseau social et
On sait quel réseau social a joué un rôle important sur le web, mais si vous voulez rentrer dedans, il faut utiliser une autre méthodologie. Et ça, on discutera tout à l'heure, parce que justement, un des grands débats en ce moment, il y a un colloque à Amsterdam organisé par Bernard sur la fermeture des API. Ça veut dire que, évidemment, maintenant qu'on est tous accros aux données, les boîtes sont en train de fermer leurs données et vont rendre ça non seulement payant, mais politiquement filtré. Par exemple, Twitter, on ne peut plus aller chercher les données. On ne peut aller chercher que les données de la semaine. Si vous voulez faire une recherche sur Twitter, Twitter vous dit stop. 1, il faut qu'on valide, donc gouvernance politique. 2, il faut que vous payiez, gouvernance économique. Donc la connaissance, aujourd'hui, elle est une propriété privée. Et si on a eu un grand discours sur l'open, on est tous des geeks, on vient tous de Californie et on est tous sympas. Maintenant qu'on est tous verrouillés, le visage du BitNet Open, jeté à la poubelle, tu sors ton chéquier et il faut avoir l'autorisation de ton État en plus. Parce qu'évidemment, il y a des sujets qu'on refusera. L'autre technique, c'est de scraper. Ouais, de scraper. En fait, il faut anticiper le fait qu'on va avoir besoin de telles données sur Ouais. un an ou 2 ans. Et, Ouais, c'est une sacrée limite. En fait, sur Call of Duty, c'est qu'on récupère tout. Ouais, pour l'instant, ouais. Mais tu n'as que l'actualité qui est produite en ce moment. Tous les jours, c'est récupéré. Ouais. Donc moi, je peux remonter, mais il faut le faire tous les jours. Ouais. Ça veut dire que la logique- Mais ça veut dire que tu peux observer qu'un phénomène qui t'est contemporain. Tu ne peux pas travailler sur un phénomène passé. Voilà. Ah oui, non, ça c'est possible. Ils veulent pas. Ah si, alors moi j'ai commencé une procédure avec eux, mais j'ai l'impression que c'est les RG, hein. J'en suis déjà au 3e échange et... C'est quasi l'avait déjà dit, c'est vraiment très compliqué. ouais. Et on sent bien que les questions sont politiques, avant d'être des questions économiques. Hein. Quels sont les destinataires de vos articles? Qui accédera à la base de données? Quel type d'informations vous voulez? Comment allez-vous anonymiser, etc., etc. Même s'ils ont une certaine neutralité d'entreprise, nous avons affaire à un choix politique. Depuis le début, c'est comme ça. Alors, sauf sur l'API, ils ont toujours joué. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Facebook, là c'est carrément fermé, c'est fini. Et donc le colloque, pour le dire, le colloque d'Amsterdam là en janvier, c'est réunion de tous les gens qui travaillent sur l'analyse du web pour voir quel est l'avenir, parce qu'en tant que chercheur aujourd'hui, et c'est une des épreuves qu'on avait pointées avec Franck, hein, l'épreuve numéro 1 des humanités digitales, c'est les droits d'accès aux données. Et sachez-le, la météo n'est pas bonne, tout se verrouille. Et pas que pour des raisons économiques, tout se verrouille pour des raisons politiques. Certaines personnes auront un accès illimité à ces bases de données pour connaître la société, d'autres n'y accéderont plus jamais. Parce qu'avant même de parler d'argent, vous remplissez des questionnaires qui sont de dimension politique. Et ça, c'est un temps important pour le web. Hein. On est en train de voir l'avènement de la régulation politique du web. Et là, on le sent concrètement, rien que dans l'accès aux connaissances. Ça, bon, je ne vais pas me faire de l'autopromotion, je l'avais écrit dans ma thèse il y a 15 ans, mais j'attendais la date, on y est. Et les scandales comme Cambridge Analytica, etc., sont des scandales qui sont mis en exergue pour justifier la fermeture complète, quoi. Bon, en fait, vous allez pouvoir exporter 5 types de fichiers. Et c'est que le début. Notre objectif, c'est que les exports soient calibrés pour tous les logiciels que vous allez utiliser. On veut faciliter et rendre vraiment le plus immédiat possible l'utilisation des résultats de MyWeb. Premier élément, j'ai oublié de le mettre dans le PowerPoint, vous pouvez limiter l'export par certains critères, par exemple le relevance. Min relevance, c'est, vous savez, il a compté le nombre de fois qu'il y avait le mot. Si vous voulez tout, vous mettez min relevance égale 0. Et là, il vous envoie tout le corpus. Par défaut, pour lui, c'est 1. Pourquoi 1? Ça peut se discuter. Par défaut, il vous enlève le 0, il vous envoie, il faut qu'il y ait au moins une fois le mot dans le cœur du texte. Sachez-le, si vous voulez la totalité, il faut le forcer. Parce que par défaut, il vous enlèvera le 0. Après, en général, moi, par l'usage, j'ai vu que 3, 4, 5, ça permet de supprimer une grande partie du bruit. Quand vous vous retrouvez avec 100 000 pages, 140 000 pages, vous savez, c'est toujours les courbes exponentielles décroissantes très fortes. Quand il n'y a que 2 ou 3 fois le mot, en général, c'est une erreur. Il est là par hasard ou au-delà de 3. Bon, ça c'est de l'expérience personnelle, c'est pas encore démontré, il n'y a aucune théorie là-dessus. Mais j'ai constaté plusieurs fois, j'ai fait l'expérience, hein, c'est quoi le corpus avec 1?
J'ai vu le nombre de pages qui n'avaient rien à voir avec mon sujet. 2. À partir de 3, on a un cœur. Cœur de document. Alors, les 5 fichiers, en fait, ils sont progressifs. Il y a un CSV. Vous voyez, en plus, vous voyez la structure de données telle qu'elle est utilisée. Il y a les pages. Donc, il y a le CSV des pages. Identifiant, URL. Il a été récupéré le titre de la page. Les méta, la description méta et les keywords, les mots-clés. Ça, c'est ce qui est mis par le développeur pour taguer sa propre page. La note de relevance, combien de fois il a trouvé votre dictionnaire là-dedans. Ça, c'est une des axes d'innovation et de progression qu'on voudrait approfondir. La profondeur, est-ce que c'est vous qui lui avez donné profondeur 0 ? Est-ce que c'est lui qui l'a trouvé ? 1, 2, 3. Vous savez, en bibliométrie, c'est bien connu, hein, il y a, quel que soit le corpus qu'on vous donne, il y a un cœur, il y a un premier niveau, il y a un deuxième niveau. Et plus on s'éloigne du cœur, et plus le discours est spécifique, et plus c'est du bruit. Donc en général, au bout de 3 de profondeur, on commence à trouver des pages de plus en plus hétéroclites et de plus en plus bizarres, et qui ont de moins en moins de rapport avec le sujet sur lequel vous travaillez. À terme, on va faire un filtre profondeur aussi. Je ne sais pas si on l'a pas déjà fait d'ailleurs. Où vous direz, je veux que mon 0 et mon 1, ou je veux max profondeur 1, max profondeur 2. Ça vous permettra de filtrer aussi. Et puis l'identifiant des domaines. Et donc ça vous donne un premier corpus de pages à utiliser. Deuxième corpus, c'est le GUXF. Ça, c'est pour travailler sur GFI, l'analyse réseau. Et ça va vous sortir tout de suite non seulement le même que précédemment, mais plus une deuxième table de liens. Et là, très important, ce ne sont que les liens pertinents. C'est-à-dire que les liens qui sont au cœur du texte, qui sont une citation volontaire de celui qui a produit le texte. Et non pas les liens de la page qui n'ont rien à voir avec celui qui a construit le texte. Celui qui a discouru, il a fait des citations, et d'ailleurs vous verrez que dans 95% des cas, il n'a fait aucune citation. Il n'y a pas de lien. Par contre, la page web elle-même, elle est fabriquée par un informaticien au titre de l'entreprise ou de l'organisation qui maintient ce site web. Et là, il y a toute une série de liens qui n'ont rien à voir avec la rationalité de celui qui a discouru. Ça, c'est Hive. Hive, Sciences Po, Media Lab, eux, ils prennent toute la page et ils prennent tous les liens. Donc, vous aurez la cartographie éditoriale des sites web. Nous, on est dans l'analyse de controverse, donc on veut que des liens explicites à l'intérieur du texte. Ça affaiblit la cartographie très fortement, ça fait des cartographies moins jolies, mais par contre, ça nous permet d'avoir une analyse de ce qui est cité, de ce qui est référence. Donc en termes d'autorité, ça nous donne vraiment des autorités de la communauté de la controverse. Donc ça, c'est très très important. Troisième élément, le readable. Alors ça, c'est un concept aussi très important parce qu'on pêche en ce moment dessus, mais ça, on est en train de bosser là-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est d'extraire le texte, parce que tout ce qui va être analyse de contenu, text mining, c'est travailler sur un texte propre qui est l'expression du locuteur. Si vous prenez une page web, c'est un fatras de code, d'intervenants, d'acteurs qui ont agi sur cette page. Donc vous ne pouvez pas faire de l'analyse de contenu là-dessus. Donc il faut récupérer vraiment le contenu principal. Ce contenu principal s'appelle dans le jargon un readable. Nous avons utilisé la fonction readable de Python. Elle n'est pas bonne. Alors c'est bien parce qu'elle supprime déjà tout, elle garde, mais elle fait plein de bruit un peu en amont et en aval. C'est-à-dire elle garde des mots qui ne font pas partie. Donc le nettoyage est faisable à la main, mais voilà, si on doit travailler sur 100 000 pages... Alors c'est pas grave, parce que sur 100 000 pages, justement, le bruit s'écrase par le nombre du contenu. Mais... il y avait un serveur qu'on voulait utiliser qui s'appelait Mercury, qui lui avait un readable très propre, sauf qu'il a fermé. Donc nous sommes en train d'étudier la portabilité, parce qu'il a non seulement il a fermé, mais il a donné en open source le serveur. Donc on est en train d'étudier la portabilité de ce serveur dans MyWeb. C'est un peu compliqué, mais ça fait partie des réflexions. Bon, on a un readable assez propre, mais pas optimum. Par contre, ce qu'on a de propre, c'est que les URL que l'on trouve sont vraiment des URL du corps. Mais pour du text mining et pour l'analyse de contenu automatique, il n'est pas encore assez propre, il demande un nettoyage. D'où l'arrivée, là on a commandé la prochaine phase du développement, c'est-à-dire l'arrivée d'une interface manuelle qui vous permet de supprimer à la main
et de faire de l'analyse de contenu et de la qualification humaine, qui va vous permettre de nettoyer, de préparer votre texte pour le travail de text mining. On aura une séance, je le rappelle, la 4 ou la 5, où on regardera les méthodologies d'analyse de contenu automatique. Et ça commence à devenir vraiment très intéressant, notamment avec les API de Google, d'Amazon, qui commencent à nous offrir de l'intelligence artificielle dans le traitement automatique du langage. Gratuit, pour l'instant. Et puis vous avez la même version pour le domaine, le site web. Donc vous pourrez faire des cartographies de domaine ou des cartographies ou de l'analyse de site web. Parce que peut-être pour vous, ce n'est pas l'expression, mais l'implication des équipes éditoriales qui va vous intéresser. Moi d'ailleurs, la plupart du temps, les articles que j'ai publiés, sur lesquels on a bossé, c'est une sociologie d'acteurs, ce n'est pas encore une analyse de contenu. Quand vous attaquez un champ, la première chose à faire, c'est de faire plutôt la sociologie d'acteurs. Et puis une fois que vous avez fini votre travail et vous avez fait les cartographies, la sociologie d'acteurs, là vous vous intéressez à leur position et après vous mixez les deux. Ça, j'ai proposé ça dans un article sur l'information de santé, sur qu'est-ce que c'est qu'une prise de position. Une prise de position, c'est à la fois un jeu d'acteurs, c'est à la fois la production de contenu et c'est une interaction entre comment le contenu renforce votre position et comment votre position détermine le contenu que vous produisez. Donc là, il y a toute une réflexion sur la position, au sens althussérien du terme, qui peut être informatisée. Et ça, c'est une piste sur laquelle je travaille en ce moment. Bon, ça ne suffit pas, parce qu'en fait, tout ça, ça c'est un des gros leitmotifs qui était dans la plupart de nos papiers, tout ça est intéressant, mais elle met à plat tous ces acteurs. Vous allez retrouver des acteurs qui ont beaucoup produit de contenu, qui ont été cités, qui ont une certaine autorité. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'on peut commencer à mesurer les acteurs selon l'autorité de citation. Par contre, l'audience est très difficile à avoir. Et donc, il faut aller chercher des informations à l'extérieur, par des partenaires qui vont fournir ces données. J'ai une question. Oui, allez-y. Concernant la récupération du contenu d'adresses web qui ne sont pas des hyperliens, en fait, ça ressort comment, en fait, dans les exports? Adresse. Parce que souvent, dans les contenus, les personnes veulent faire un lien, mais en fait, mettre HTTP, .www.fnac.com, par exemple. Ah oui, sans créer l'hyperlien. Oui. Alors ça, vous me posez une colle, parce que ça, je vais demander aux développeurs. Est-ce qu'il fait une recherche textuelle? Voilà, c'est pour ça. Voilà, ça c'est très intéressant. C'était le sens du- Bonne question, merci. Est-ce qu'il fait une recherche textuelle de HTTP, HTTPS, de slash, Voilà. et puis il en tire genre une extraction de texte et il découvre que c'est un lien, ou est-ce qu'il va chercher la balise? Et je crois qu'avec Beautiful Soup, parce qu'on utilise Beautiful Soup en Python, je crois qu'on va chercher la balise. Mais voilà une piste intéressante. L'expression d'un lien qui n'est pas un lien, ça c'est facile à extraire. Hein. Parce que certains éditeurs de contenu n'autorisent pas forcément Ouais. la pose du lien, Ouais, et donc ça enlève aussi. ouais, très très bonne question. On va regarder ça parce que c'est facile à retenir, il suffit juste de trouver les doubles slash et le slash, et on le sort. Et ça c'est très très intéressant. Voilà une belle option à remettre sur le paquet de MyWeb Intelligence. L'enrichissement de données, partenaire externe, ça c'est toute une ouverture des futurs développements 2020 de MyWeb Intelligence. Aller taper des API à l'extérieur pour pouvoir enrichir. Aujourd'hui, on le fait à la main. Je sais, c'est fastidieux, les étudiants râlent. On le fait à la main, mais on accède à des données à la main. Au fur et à mesure de nos investissements, au fur et à mesure du développement, ça sera des fonctions qui seront automatisées. Mais on ne va pas attendre le développement pour l'utiliser. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse mesurer les pages et les domaines selon leur autorité et selon leur audience. La seule façon acceptable que j'ai trouvée, c'est quelques paramètres qui sont aujourd'hui facilement accessibles sur Internet. Et ça fait toute la différence sur les analyses. Parce que parler d'un acteur clé et de ses expressions sans pouvoir mesurer à la fois son autorité dans la communauté et l'audience qu'il a eue sur le public, c'est très particulier. Alors évidemment, tout ça, il faut l'utiliser avec bémol. Mais bon, je ne vais pas vous refaire tous les papiers qu'on a écrits, mais par exemple, quand on a travaillé sur Humanité Digitale, on travaille sur des articles scientifiques, l'autorité sur les réseaux sociaux, l'audience sur les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire. Par contre, si on travaille sur les gilets jaunes, s'il y a bien un indicateur qui va être essentiel, c'est le nombre de partages sur Facebook.
Parce que c'est une bataille de controverses, publique, ouverte, etc., etc. Donc là, je vous présente les indicateurs qu'on utilise aujourd'hui, mais en fait, c'est un chantier. Et c'est le chantier de la mesure d'audience et la mesure d'autorité. L'indicateur que l'on connaît assez bien, c'est l'Alexa Rank. Alexa Rank, c'est très simple. Dans tous vos navigateurs, Alexa, par des accords qu'elle a avec beaucoup de plugins, regarde les URL que vous allez visiter sur vos navigateurs. En fait, vous êtes sondé en permanence sur les URL que vous allez voir. Et Alexa récupère ces données et a une mesure d'audience grâce à son échantillon un peu hasardeux de tous les gens qui ont mis des plugins sur vos navigateurs. Et vous avez tous mis des plugins sur vos navigateurs. Et il y a de fortes chances qu'un de ces plugins ait un contrat commercial avec Alexa et donc renvoie votre historique à Alexa. Du coup, Alexa a l'audience des sites web. Il est la seule autorité aujourd'hui à avoir une certaine mesure d'audience. Et chance pour nous, Alexa est open. Et donc, il va vous donner non pas l'audience, parce que pour lui ça ne veut rien dire, vu que son échantillon n'est pas représentatif et qu'il n'a pas d'algorithme pour mesurer l'audience, mais il va dire, au regard de ce que j'ai mesuré, je vais vous donner le rang du site. Et je vais même vous le donner par pays. Parce que grâce aux adresses IP, il sait où est le navigateur quand il voyage. Donc vous allez avoir des classements de sites web, et des classements assez énormes, puisqu'Alexa mesure à peu près les 10 millions de sites les plus consultés par pays. Bon, aux États-Unis, je crois que c'est 300 millions de sites. Je ne sais plus le chiffre, mais il est assez astronomique. Or, j'ai fait l'expérience, même les sites mineurs, sauf le mien qui n'est pas... ne pas être ranké dans Alexa, c'est vraiment avoir 0 en audience. Ça tombe bien, moi j'ai un site web My Intelligence, j'ai 0 en audience. Enfin, j'ai 2, 3, et je ne suis pas ranké. Ah. Non, mais je ne suis pas ranké. Mais par contre, le blog d'Olivier Ledeuf, il est ranké. Ça veut dire qu'il est classé. Alors regarde pas, ça va te faire du mal. Non, mais je sais. Et donc le Alexa, mais déjà être ranké, c'est énorme. Ranké, c'est qu'il y a une audience suffisante pour faire partie du ranking Alexa. Donc, pour avoir fait l'expérience dans les études, que ce soit Branco, que ce soit les Gilets jaunes, etc., il n'y avait quasiment pas de sites non rankés. Donc la méthodologie est obscure, mais elle est systématique. Comment fait Alexa pour mesurer tout ça? C'est obscur, mais comme c'est un algorithme, elle est systématique. Donc un chiffre d'audience n'aurait pas de sens. Par contre, elle va vous dire, voilà, dans ma méthodologie, le site le plus important, c'est lui. Le site le moins important en termes d'audience, c'est lui. Donc c'est un rang. Ça, c'est important à comprendre. Hein. Et donc, le Figaro, par exemple, il va avoir un rang 50. 50 sur 10 millions. Par contre, des blogueurs vont être à 3 millions, 4 millions. Mais quand on est en analyse d'audience, bon, on n'en est pas à ce grain près. Quand vous travaillez sur 4006, 5006, déjà, moi, je travaille en qualitatif la plupart du temps, c'est-à-dire que je recode en grandes catégories, c'est-à-dire les plus importants, les moins importants. Et donc, le fait que tu sois 13 millionième, virgule 364, je ne rentre pas, moi, personnellement, dans ce niveau de détail. Et déjà, ça me permet de discriminer les sites entre très, très puissants, moyennement puissants. Je peux avoir 6 ou 7 catégories, et ça permet de classer les sites selon leur vrai impact potentiel. Ça, c'est une audience globale, attention. Hein. Ça ne parle pas de des pages que vous avez étudiées. Ça parle en général ce site. C'est important parce que dans le dernier papier qu'on est en train de faire avec Franck, il y a une très grosse différence entre ce que le site avait potentiellement comme audience et ce qu'il a eu réellement comme audience dans le débat qui nous concerne. C'est-à-dire que le site peut échouer sa stratégie marketing dans le sens où il peut avoir très peu communiqué au regard de son audience. Et inversement, vous pouvez avoir un blogueur qui a un rang minuscule, notamment Juan Branco, qui a un rang minuscule, son blog il est lu par personne, enfin par peu de gens, mais il s'avère que dans la controverse qu'il a menée, il a 3-4 pages qui vont avoir un succès énorme et qui vont avoir plusieurs millions de partages sur Facebook. Donc c'est très intéressant de comparer l'audience potentielle et globale de l'audience située à un moment donné. Et comment on fait pour avoir l'audience située? Eh ben, c'est pas possible, sauf à mesurer le nombre de fois où le site a été partagé sur Facebook.
C'est très limité, mais c'est un très bon indicateur. Parce que, tout le monde a Facebook. Le partage, là encore, ça ne va pas vous donner une audience. Ça va vous permettre de ranger vos pages et vos sites web en fonction du nombre de partages qu'elles ont eu. Ça va vous donner, parce que chaque partage vaut une parcelle d'audience, ça va vous donner aussi un impact que ça a eu sur la population. Parce que, évidemment, c'est une mesure du public au sens très très large du terme, et donc c'est très partiel. Mais n'oublions pas que toute la sociologie des médias depuis un siècle travaille avec des indicateurs qui sont extrêmement partiels, et aucun n'avait cette granularité, cette finesse. Donc soyons pas honteux d'avoir un indicateur qui n'est pas absolu, scientifique, qui n'est pas une mesure. C'est un indicateur qui est rigoureux, qui est systématique, qui a plein de biais. La preuve, c'est que la différence entre étudier des chercheurs en sciences sociales, dans lequel partager sur Facebook ne veut rien dire sur leur audience, et étudier une dispute, ou étudier en marketing le succès d'un produit grand public, là, en effet, l'indicateur Facebook va avoir beaucoup plus de sens. Donc on va avoir l'Alexa Rank pour avoir l'indicateur global d'audience du site. On va avoir le Facebook pour avoir non seulement l'indicateur global de la page, mais aussi on va l'agréger en faisant des sommes, en faisant des moyennes au niveau du site. Et ça, je vous montrerai dans une séance spéciale de manipulation de données, la séance prochaine, comment on agrège la somme des partages à l'échelon du domaine pour dire que ce domaine, il a eu tel impact dans le débat. Par exemple, Le Figaro a produit 4 articles sur Juan Branco. On va mesurer le nombre de fois où a été partagé cet article et on va sommer ce chiffre et on va l'attribuer au Figaro. Et donc on va voir comment le Figaro a eu un impact sur Facebook quand il a parlé de Juan Branco. Et on va le comparer à un blogueur qui lui a fait 2 posts et qui a été aussi partagé sur Facebook. Alors, comme ça, on va pouvoir faire une mesure d'impact. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir des mesures d'impact, et cette mesure d'impact, en général, est très intéressante sur des sujets grand public. Moins intéressante dans des champs spécifiques qui ne concernent pas le grand public. C'est une des limites. Le chantier, c'est d'étudier ces impacts, d'étudier ces indicateurs, de découvrir des nouveaux indicateurs, et de faire des études pour en montrer la pertinence ou l'inutilité. Le MozRank, Moz, c'est un outil, c'est un des grands géants du web qui crawl le web en permanence. Il a une base de données de web qui est l'équivalent de celle de Google, et il a son propre indicateur d'autorité, qui est évidemment breveté, donc c'est une boîte noire, mais le gros avantage, c'est que c'est une boîte noire systématique. Donc là encore, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'autorité globale à l'échelle globale du web. Il n'y a que Moz et Google qui peuvent aujourd'hui faire des calculs d'autorité à l'échelle globale. Comme Google ne veut plus donner le sien, il l'a fermé. On n'accède plus ni au PageRank ni à l'indicateur d'autorité de Google. Aujourd'hui, il ne reste plus que Moz. C'est intéressant parce que l'autorité, ce n'est pas l'audience. L'autorité, c'est vraiment l'arborescence des citations. On ne va pas rentrer dans les détails, on en reparlera peu dans la séance sur l'analyse des réseaux sociaux. L'autorité n'est pas l'audience, et il est très intéressant de comparer l'audience et l'autorité. Quelqu'un qui n'a pas d'autorité peut avoir énormément d'audience, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité peut ne pas avoir d'audience. Ce sont 2 facteurs différents et qui s'expliquent différemment. Et ce qui est intéressant, c'est de faire justement un double axe entre autorité et audience, et de voir qu'est-ce qui fait qu'on est dans telle catégorie ou telle catégorie. Et de faire une typologie entre l'autorité et l'audience. Qu'est-ce qui fait autorité? Qu'est-ce qui fait succès? C'est pas du tout la même chose. Et que pensez-vous de Majestic, la base Majestic? Ça peut être Majestic SEO, ouais, ça peut être très intéressant. Ouais. Voilà, c'est des chantiers à ouvrir et de tester les données. Qu'est-ce qu'ils nous offrent comme données accessibles? Ouais. Voilà. Le chantier est ouvert, en fait. Le chantier est ouvert, ça se teste, ça se mesure dans des cas particuliers, et après, ça fait des papiers. Il faut produire de la connaissance aujourd'hui pour se dire quelle est la limite de cet indicateur, qu'est-ce qu'il m'a apporté, quelle est sa facilité d'utilisation, etc., etc. Par exemple, moi, Alexa Rank, je prenais ça avec beaucoup de précaution, et puis voilà, au bout de 6 études, j'ai vu que la totalité des domaines étaient rankés. Donc, je peux dire qu'Alexa Rank est un indicateur très large. Ne pas être ranké dans Alexa Rank, c'est que vraiment, on est un site qui n'a
qui n'a jamais été vu par personne. Ce qui est un indicateur en soi. Au site, on va te citer. Hum On va te citer, mais peut-être tu vas être un peu... Non, il faut venir beaucoup sur le site. En fait, Non, mais tu sais que c'est un peu bidouillé par certains outils qui permettent... ouais, qui permettent de créer de la fausse audience. Ouais. Et ça, il le détecte quand même un peu. Mais après, voilà, c'est quand tu travailles sur des grands corpus, ce genre de petits bruits, ils sont écrasés. Statistiquement, ils sont écrasés. Les petites arnaques sont écrasées. Là, on est bon. Et enfin, le recodage grâce à Gephi. Moi, Gephi, c'est sympa, le truc de visualisation de Carto. C'est pas ça qui est intéressant, et ça, on aura une séance spéciale. C'est de rentrer dans des algorithmes qui permettent de créer des indicateurs locaux d'autorité. Parce que le MOZ va me donner l'indicateur global de ce site web, une autorité globale. Évidemment, on va faire un recodage, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, c'est-à-dire que cet indicateur, je ne vais pas le prendre tel quel, je vais le prendre relatif. Et par contre, les citations réelles de ma controverse va me donner l'autorité qu'a un site ou une page dans la controverse. Il est différent. Vous pouvez avoir Le Figaro qui a une autorité très très importante à l'échelle nationale, mais dans le débat qui me concerne sur Juan Branco, a-t-il eu une autorité quand il a produit ses contenus? C'est autre chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux. C'est-à-dire ceux qui vont échouer à s'imposer, alors que potentiellement ils avaient une énorme autorité, et ceux qui normalement ne devraient pas avoir d'autorité et qui, en l'espèce, dans cette controverse, à ce moment donné, ont réussi à se faire citer et à donner le là. Et c'est là où on va rendre vivant l'analyse sociologique du web. C'est grâce à ces indicateurs et par l'étude de ces indicateurs et de la comparaison et de faire de l'analyse multivariée pour découvrir qu'il y a plusieurs destins entre celui qui normalement aurait dû avoir beaucoup d'autorité et n'en a eu aucune, celui qui ne devait pas en avoir en a eu beaucoup, et vice-versa. Je ne vous rentre pas tous les cas et toutes les précisions. Et là, on rentre vraiment dans la vie d'une controverse grâce à ces indicateurs. Et au regard de ce qu'on a fait pour l'instant, ces indicateurs ont du sens, ils sont signifiants. C'est-à-dire que quand on essaie de comprendre ensuite, d'interpréter les indicateurs, on retrouve sociologiquement ce qui a pu faire qu'à un moment, un contenu et un site web a pu, à un moment, imposer une autorité qu'il n'aurait pas dû avoir, ou vice-versa. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il est possible qu'à un moment le crawl tombe dans une boucle sur un nom de domaine et il n'arrive plus à en sortir? Parce que moi je l'ai vu tourner pendant un quart d'heure et à retester en boucle en fait systématiquement. Alors non, ce que tu as vu c'est un truc très particulier, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Par exemple, typiquement sur les blogs où il y a une URL qui va faire par exemple search, tag et un mot-clé, Ouais. et je vois passer cette liste. Là on 15 tombe, fois, 100 fois. on tombe dans un piège SEO en fait, ce que font certains sites web. Ouais. Ce que font sur certains sites web, c'est qu'ils s'autocitent. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une page et il va citer les autres pages et toutes les pages vont citer les autres pages. Donc à un moment, le crawler il va tourner longtemps sur toutes les pages et il va te dire, le message qu'il te renvoie, il va te dire ça existe déjà, ça existe déjà, ça existe. Tu vas avoir une liste de liens qu'il trouve, or il les a déjà trouvés. Parce qu'en fait, pour se renforcer, mais ça va disparaître bientôt parce que Google a trouvé justement cette astuce très déplaisante et il sanctionne maintenant les sites qui font ça. C'est-à-dire qu'il s'arrange pour qu'à l'intérieur du texte, ils aient mis une liste d'URL, parfois cachée, qui renvoie vers toutes leurs pages. Et donc, en fait, ça vous fait une boucle de pages enfermées les unes sur les autres, et ça fait un gros nœud où toutes les pages sont renvoyées à toutes les pages. Et donc lui, le crawler, il est bête, il a dit, bon, il a trouvé une page que tu lui as donnée, et il s'est mis à trouver les autres pages, et en fait, il tourne en rond. Et théoriquement, il y a une fin, Ouais. mais elle est tellement lointaine. Parce que... Bah, si le site est très gros, genre, qui utilise ça beaucoup, mais je ne vais pas dire de nom parce que c'est filmé, mais certains sites de santé très connus utilisent beaucoup ça. Non, mais franchement, un exemple concret, tu as un blog, tu as une URL, un search, tag, et puis tu as, je sais pas... Il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va tourner. Ouais, ouais. Mais à un moment, il va s'arrêter. Alors par contre, on va le regarder, tu me le montreras à un moment, je serais intéressé de voir si... Parce que techniquement, il ne peut pas avoir de boucle dans le sens où il prend la page, il trouve un lien là-dedans, il va voir cette page, ça il considère qu'il l'a faite, donc c'est fini.
il va voir cette page, il trouve dans cette page des liens, il va voir cette page, et donc au bout d'un moment, soit il ressort, soit il s'arrête. Le problème, c'est quand tu as 100 pages qui mentionnent chacune les 100 autres. Ouais, voilà, ça va tarder. C'est ce que je te disais, c'est des boucles fermées, et ben ça va tarder. Il va tourner en rond, et ça va tarder. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, moi, le soir on allait se coucher, à lancer une trentaine, 40 000, et ça prend une bonne 5-6 jours. Si tu as décidé de faire le corpus de 300 000 pages, ça va te prendre 5-6 jours. Hein. En combien de temps tu as fait les... Je l'ai réparti sur plusieurs semaines quand même. Donc, Ah ouais. Oui, oui. Et comme il y avait plusieurs landes, je partais sur un land qui était... Le premier, c'était l'Anthropocène en anglais. Ah oui, parce que toi, tu as lancé 5 landes d'un coup. Oui. Toi, le proto, tu as tout de suite attaqué, 5 landes, 25 mots. Fabien, c'est mon épreuve, hein, c'est la thèse, tout de suite. MyWeb et une thèse. Moi aussi, oui. Donc voilà, 5 landes, un dictionnaire de 20 mots par lande. Ah ouais. Donc évidemment, Fabien, lui, a 3 à 4 ans pour travailler sur les résultats de ça. Donc il va devoir poser plein de questions. Et j'attends les critiques acerbes qui seront écrites sur la thèse là-dessus. Mais voilà. D'autres questions ? Notre équipe de start-upers, qui sont plus start-up, spécialistes dans le linking du web sur Bordeaux. C'est intéressant. Toi, tu utilises d'autres crawlers. Lesquels ? Tu ne veux pas dire tes secrets de fabrication ? Non, on a développé un clone de MyWeb ancienne version en Angleterre. Ah ok. Et qui sera terminé, plus en mode maison comme on connaît. Ouais. C'est une spin-off quelque part. C'est un peu ça. Ah, mais grande fierté, on a une annonce incroyable. On vient de faire une spin-off internationale à partir de la recherche de MyWeb. Donc 2 anciens étudiants, on présente quand même 2 anciens étudiants qui ont immédiatement adhéré au projet MyWeb, ont créé leur entreprise de conseil et d'analyse, faut dire. Hein. Comment s'appelle l'entreprise ? FirstLink. Donc c'est une entreprise de conseil qui est basée un peu sur les théories de MyWeb, parce que et qui maintenant a même décidé carrément de faire sa spin-off, parce que je rappelle que MyWeb est en MIT, open source, gratuit, donc il est tout à fait accepté d'en prendre une copie et d'en faire un usage commercial et privé, parce que les investissements, ça nécessite des retours sur investissement. Donc voilà. Mais il y aura une partie open source, puisque je vois en bas John, qui est au premier rang, qui est un de nos étudiants à l'INSEC, et on leur fait bosser sur Hive, sur des projets open source. Donc si on peut leur faire bosser sur des projets open source qui sont des nôtres, au final, c'est encore mieux. Ouais. Et puis on espère que vous serez membre de la communauté pour apporter des conseils, des aides, une étude. Parce que il ne bossera pas pour vous tout le temps, et à un moment, grâce à tout ce qu'il aura appris de vous, nous, on fouillera son cerveau et il nous donnera des secrets de fabrication qu'il avait juré de ne pas vous donner. Et on continuera ce mode de hacker pour faire avancer le schmilblick. Et j'espère que ce que vous allez trouver là va vous aider à accélérer le processus de votre propre travail. De toute façon, toutes vos productions, on les verra, et donc on les copiera si vous ne nous avez pas aidé à les faire. Si vous êtes trop privé, trop dans le marché, si vous n'êtes pas assez californien, on va hacker leurs sources et leurs solutions. On aura bien un stagiaire qui sera passé par chez vous, qu'on enverra en espion, et qui copiera le disque dur. Bon, voilà, ça c'était une grande fierté d'avoir participé à l'expérience de plus jeunes que moi dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'espère que certains d'entre vous deviendront très vite des consultants, justement en marketing. J'attends aussi les applications. Moi, c'est pas mon centre d'intérêt, mais je comprends que pour des masters, par exemple, qui vont rentrer dans le monde privé, master humanité digitale, data analyst, les masters d'audit aussi qu'on forme, sont des masters qui sont destinés à travailler que ce soit dans des administrations, pour des instances politiques ou pour des entreprises privées. Et certains même m'ont parlé de start-up dans des niches très particulières, dans lesquelles cette cartographie peut leur aider à construire leur marketing et leur marketing d'influence. Moi, je suis très preneur d'analyse produit, par exemple. Hein. Si vous travaillez sur un marché particulier avec un produit particulier et que vous voulez faire une cartographie d'influenceurs, ça m'intéresse aussi le monde marchand, parce que ce sont des acteurs particuliers, les moteurs de recherche,
les blogueurs d'influence dans les produits cosmétiques, etc. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que ça peut servir très stratégiquement et très opérationnellement dans la fabrication de stratégies marketing ou de stratégies de communication. Ça, pour nos étudiants, on sait très bien que vous n'allez pas tous devenir des chercheurs, et votre objectif, c'est d'avoir un outil, et d'ailleurs c'est le but de FirstLink, hein, de conseil auprès de vos employeurs ou des agences pour lesquelles vous bossez, qui permettent de déblayer à un moment comment un champ autour d'un produit, autour d'une tendance, comment un champ est structuré, quels sont les acteurs, de l'analyse de contenu pour savoir quelles sont les qualités positives ou négatives produites, etc. etc. Fofana, qui a mis, en fait, pourrait travailler aussi sur une théorie, entre guillemets, de l'influence. Disons, le montage d'un retour sur les flux dans les cycles sur les théories d'influence, et en quoi aujourd'hui on peut, disons, autour d'autorité versus, autorité versus influence, en fait, ce qui rejoint la distinction d'Hannah Arendt entre autoritas et potestas. Le pouvoir, c'est du côté de l'influence, et l'autorité, c'est du côté de l'institution, si on reprend des vieilles catégories. Et ça veut dire qu'à mon avis, il y a un travail à faire aussi sur un revalorement des théories d'influence. J'ai une doctorante. En fait, on a une dimension, comme tu l'as souligné tout à l'heure, politique, qui est absolument évidente. J'ai une doctorante qui s'appelle Liliane Barra, qui travaille aujourd'hui sur les plateformes d'e-réputation, ceux qui mesurent votre capital de réputation, et principalement sur les théories mobilisées par les développeurs de plateformes. Est-ce qu'il y a des théories mobilisées ? 2, est-ce qu'il y a vraiment des algorithmes ? Et quand il y a des algorithmes et des théories, faire la cartographie de ces algorithmes et de ces théories. Et là, c'est très intéressant parce que déjà sur le travail, on voit qu'en fait, il y a un nœud primitif. Enfin, je ne vais pas dévoiler son travail, c'est à elle de le mettre en valeur. Elle est en train de travailler dessus. Donc ça va être une des thèses qui va être très, très intéressante parce qu'elle aura analysé et fait des interviews avec la plupart des plateformes internationales aujourd'hui de calcul de capital de réputation sur Internet, et des algorithmes utilisés, des indicateurs utilisés, qui se posent en fait les mêmes questions que nous, quoi. Donc thèse à suivre de Liliane Barra. Je lui fais une petite pub vu que c'est filmé. L'hypothèse de départ, c'est qu'en fait, il y a ruine de l'autorité et montée de l'influence. Enfin, montée de la renommée, en fait. Et que l'autorité, au sens ancien du terme d'autorité, en fait, aujourd'hui, et donc ça veut dire que ça en tout cas, montre le déséquilibre entre les États et en fait les firmes. Ce qu'on a réussi à montrer dans les articles, c'est qu'il y a une décorrélation totale entre la notion d'autorité et la notion de réputation ou d'audience. Vous avez posé une question de France sur ce bascule sur la notion d'autorité, sachant que, à mon avis, c'est une question que j'ai déjà posée à Caron. Il prend la notion d'autorité en la faisant remonter plutôt au sociologue Merton. C'est pas du tout la mienne. Effectivement, moi je suis dans la lignée de Franck et j'avais écrit, il y a 12 ans, autorité versus popularité sur le moment où le web devient web 2. Parce qu'il y a un passage extrêmement important là. Ce qu'on analyse aujourd'hui, c'est des choses qu'on pressentait pour avoir vécu ces tensions-là assez fortement. Sur les blogs, poser la question entre la notion d'influence qui surgit d'un coup, la confusion classique sur autorité et popularité, y compris à l'intérieur des instruments. Notamment chez Google, c'est-à-dire que Google confère parfois le terme d'autority à ce qui est pour moi de la popularity. Ouais. C'est-à-dire le fait que vous êtes beaucoup cité par d'autres. Chez Google, c'est pour lui un signe d'autorité. Pour moi, c'est plutôt un signe de popularité, mais il faut rappeler qu'au départ, Google s'est appuyé sur d'anciens modèles qui sont ceux de la scientométrie, où effectivement, on a des milieux un peu contrôlés, c'est-à-dire entre pairs, et on pouvait considérer qu'il y a une forme d'autorité qui naissait d'un corpus scientifique. En fait. Ils l'ont plaqué au web, et on voit bien qu'il y a une espèce de tension pas très claire. Il y avait des tests qui avaient été faits par certains gens qui voulaient lancer des moteurs de recherche, et notamment des moteurs de blog, et quand je regardais l'algorithme, le choix, ils confondaient à chaque fois cette notion d'autorité un peu traditionnelle à la Arendt avec cette notion de popularité. Il y a une confusion qui demeure encore aujourd'hui, à mon avis, qui mériterait d'être étudiée, et là, on a quelques outils qui permettent de le faire. Et vraiment, on est vraiment sur cette question-là. Et là, en information et communication, on est armé, mais à condition, effectivement, de repartir plutôt d'Hannah Arendt, à mon avis. Et puis de montrer que, c'est ce que tu démontres aussi, mais qu'il y a des jeux d'autorité stratégique collective, il y a des collectifs qui permettent en vrai de remonter
même si au départ on est dispersé. Ça, il faut connaître un peu la courte histoire du web. C'est-à-dire que tu montres que des petits groupes parviennent à capter en fait l'intérêt. C'est parce qu'il y a un peu d'organisation informationnelle derrière. Et moi, je me souviens toujours de ce bascule, on a les classements des blogs. Et puis, patatras, tous les blogueurs techno pleurent parce que d'un coup, les blogueurs de loisirs créatifs, de couture, se sont mis d'accord entre elles pour se citer entre elles, parce qu'elles ont compris le truc. Elles bananent totalement les blogueurs techno qui crient au scandale absolu, et du coup, elles arrivent dans les premières places pour montrer que finalement, derrière, il y a des compétences, que vraisemblablement, il y a de l'organisation derrière tout ça. Et que, à mon avis, c'est là que on voit quelque chose. Il faut vraisemblablement redescendre peut-être sur des entretiens, des choses comme ça, ou d'aller voir des sites ou des forums où on voit que ça s'organise. Probablement les pages Facebook montrent aussi qu'il y a de l'organisation, et c'est là qu'il faudra remettre un peu de quali dans cette étude cantine. Mais en tout cas, il y a vraiment des enjeux très forts pour nous en Infocom sur ces notions d'autorité, popularité, influence. J'avais fait, c'était ça, autorité versus popularité, influence versus pertinence. Et on rajoute aussi le fait que, en fait, derrière, il y a des communautés, des existences sociales, il y a des stratégies. Dans le papier qu'on avait fait sur les humanités digitales en France, on avait montré, par exemple, que la corrélation spatiale, le fait d'être dans des labos proches, d'être dans une région donnée, à un moment donné, va augmenter votre capacité à citer les gens qui sont proches de vous, parce que, tout simplement, sûrement, c'est une interprétation, mais physiquement, vous les croisez plus souvent. Vous travaillez peut-être dans le même labo. Et donc, vous aurez une tendance, si vous faites votre bibliographie, à découvrir que, en fait, tel ou tel auteur est votre collègue de travail, et vous n'oublierez pas de le citer. Et donc, ça va donner une proximité. Il y a une opposition, par exemple, Paris, les chercheurs de Paris et les chercheurs de province, qui fait que les communautés qu'on voit sur le web de province sont séparées entre communautés parisiennes. Et ça, c'est pas écrit dans le web, c'est ensuite, il faut rajouter des variables d'études, en fait, une enquête classique, dans laquelle vous allez enrichir votre set de données et faire une corrélation entre une enquête classique et les paramètres. Ça, il faut y aller à la main. Il faut se dire, tel site, il est tenu par tel labo, qui est dans telle université, dans telle ville, et faire des corrélations pour voir, tiens, il y a une corrélation très pertinente entre la tendance à se citer et les autorités de communauté et le fait d'être dans la même région. Ou le fait de l'opposition, on avait testé l'opposition Paris-Province, elle est extrêmement pertinente. Il faudrait encoder les données, mais c'est facile avec ma Ouais. on a des colonnes. On peut reprendre un truc, on fait un tagging. Oui, le recodage. On va consacrer toute la séance prochaine à la manipulation et au recodage de données, à l'enrichissement de données, etc. etc. C'est la troisième, c'est une des grandes pistes à avancer. La première chose que je voulais dire, c'est autour de la valorisation du séminaire et des stratégies dont vient de parler Olivier, en lien d'ailleurs, je fais une toute petite digression avec ce qu'on pourrait appeler le régime d'influence dans les théories du complot. Parce qu'en fait, là, il y a vraiment, à mon avis, des stratégies au sens machiavélique du terme. C'est-à-dire, en fait, un peu ce que tu... C'est-à-dire, en fait, des gens qui comprennent que la réputation est fondamentale et qui d'une certaine manière, essayent de faire du bien. Et c'est stratégique. Et en fait, ce sont des minorités. Et là, ce sont des minorités du noir, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant comme objet d'étude sur la question de l'influence. Par rapport à la valorisation, cette fois-ci, du travail, je pense que, comment dire, les pistes que ça ouvre, il faudrait les mettre à l'ordre du jour au mois de février, puisqu'on a le masterclass où en fait Bruno Bachimon a accepté de venir pour la première journée. Et la deuxième journée, en fait, était normalement consacrée à logiciel, écriture et computation. Il y avait trois petits mots derrière, c'était logiciel, balise, format et balise. Et il me semble qu'en fait, c'est pas écriture qu'il faut prendre, c'est plutôt, c'est pas écriture et computation, c'est plutôt remplacer écriture par analyse du web, par algorithmie, indicateur. Ouais, c'est-à-dire en fait l'idée c'est qu'on peut garder logiciel, format et balise, mais plutôt pas dans la perspective d'une d'écriture et computation, mais plutôt de reconnaissance et computation, plutôt au sens de la reconnaissance
tout ce que ça veut dire que la reconnaissance de l'autre, dans les stratégies de pouvoir, dans les stratégies je pense à ça, c'est-à-dire que, en fait, ça serait bien qu'on ait une discussion dans le groupe pour essayer de reformuler le thème de la masterclass 2 de cette année. Voilà, ça me semble intéressant. À partir des pistes que tu ouvres, ce qui nous permettrait d'inviter des gens en fonction de questions que tu ouvres et dont nous n'avons pas les réponses, plutôt que de faire du visiting. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Reader et les mecs d'Amsterdam, j'aimerais aller les voir en janvier. Aller les voir en janvier pour dire, parce qu'il va y avoir une grosse conférence qui va rassembler tous les acteurs qui ont des blocages, parce que tous ceux qui ont développé les API, etc., aujourd'hui se retrouvent avec des outils qui ne marchent plus parce qu'il y a une fermeture brutale, et ça remet en cause complètement le mouvement de l'analyse du web. Et l'équipe du DMI, la Digital Methods Initiative, ça rassemble le Media Lab de Paris, ça rassemble Harvard, ça rassemble tout le monde. Et tout le monde a rendez-vous en janvier pour dire c'est quoi, comment on fait, parce que là ça nous coupe les pattes dans beaucoup de situations. Ouais. Bernard, par exemple, qui avait fait NetViz, qui était le seul logiciel qui tapait dans l'API de Facebook pour récupérer les datas des pages Facebook et des groupes Facebook, vient de le fermer il y a 15 jours. Parce que Facebook a tellement changé ses règles tous les 3 mois que ça détruisait tous ses investissements de recherche et qu'à un moment, il s'en est épuisé parce qu'il est le seul à pouvoir développer ce truc, puisque c'est vraiment son outil. Et on avait jusque-là des outils qui tapaient les API de Facebook pour analyser les cartographies de pages, les commentaires, etc. On l'a perdu il y a 15 jours. C'est très grave, hein, parce que je ne peux plus faire d'études sur Facebook. C'est pour ça que l'idée, à mon avis, par rapport à ce que tu dis, c'est pas écriture et computation qu'il faut prendre, c'est l'analyse du web, de logiciel... et pouvoir. Quand Facebook dit... C'est sûr qu'il est induit. Pour moi, c'est induit. En fait, parce que si on dit pouvoir, ça devient... Mais un des enjeux aujourd'hui, c'est vraiment... C'est vrai, mais sauf qu'il faut le démontrer, et c'est encore plus pertinent si on passe par logiciel, format et balise. C'est pour ça que moi, un de mes grands thèmes de recherche il y a 10 ans, c'était la gouvernance, mais quelque part, il n'y avait pas de rapport de force explicite, tout était en discussion. Aujourd'hui, il y a une structuration et une institutionnalisation de l'accès aux informations numériques, aux informations web, qui était prévisible. Hein. Moi, je l'avais écrit noir sur blanc. Mais aujourd'hui, quand on ferme une API, quand on change les droits d'accès, quand on alourdit les protocoles de constitution d'outils numériques qui permettent d'analyser le web, on est dans une tension très forte dans laquelle le monopole, qu'a Facebook et Twitter, par exemple, hein, ils ont un monopole sur la conversation publique, pose des vraies questions aux chercheurs. Et c'est pour ça qu'il y a un grand rassemblement en janvier. Il y aura la plupart des labos du monde qui travaillent sur des outils d'analyse du web. Parce qu'il y a un moment, il va falloir se poser des questions aussi politiques sur le droit d'accès aux informations. Ouais, droit d'accès à la connaissance, droit d'accès aux informations, méthode d'entrée. Parce que là aujourd'hui, on subit une discussion monopolistique. Mais ça suppose une culture technique qui est fondamentale. C'est pour ça que logiciel, format et balise, à mon avis, c'est plus cette entrée-là qui est en fait la dépendance, notre dépendance d'une culture technique qu'on n'a pas. Quand tu dis je suis une muse en informatique, c'est pas tout à fait vrai, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, je suis pas Bernard. Bernard, lui, code. Oui. Et donc là, code pour de vrai. Bernard est très fort en épistémologie. Et en plus, il parle 4 langues. Ou 5, je sais plus. Et il faut le faire venir Bernard parce qu'il peut descendre au Portugal parce que sa femme est portugaise. Bordeaux est sur la ligne. On peut l'inviter. Non, mais lui, à un moment, il a décidé d'à la fois, c'est un épistémologue, un chercheur en sociologie, ou il est en infocom, je crois. Il est en infocom. Un chercheur en infocom, et qui à un moment décide qu'il ne pourra pas passer l'étape sans devenir un développeur. Et il devient un développeur. Et un des premiers développeurs à attaquer les API il y a 10 ans déjà de ça. Aujourd'hui, c'est le seul à nous offrir encore un outil qui attaque YouTube. Là, il s'est épuisé sur NetViz parce qu'il allait vers d'autres horizons, et puis à un moment, tu te lasses, quoi. Ça fait 10 ans qu'il entretenait NetViz. Mais nous, on fait quoi maintenant ? On n'a plus de quoi absorber les données Facebook. On a aussi une stratégie qui serait possible, qu'on avait envisagée, mais qu'on n'a jamais fait tourner, parce qu'on avait eu un raccord, c'est les outils, d'assaut, et en particulier NetBalance. Ouais. Exalid. C'est-à-dire que
Disons qu'on pourrait leur demander. Là Les aussi, liens avec Quant aussi, ils sont lents à répondre. Ouais, mais Quant, ça va pas. Hein. Non, mais on pourrait, dans le cadre de cette journée-là, Ouais. essayer de les faire venir aussi. Les questions des partenariats avec les acteurs privés. Ils pourraient venir aussi. Voilà. Ah oui, fantastique. Bah, de toute façon, ils donnent des cours chez nous, vous donnez encore des cours chez nous. Non, mais ça veut dire que dans la journée d'études, préciser un peu Ouais. pourquoi vous avez fait un truc avec. Pourquoi vous avez fait votre entreprise C'est des enjeux majeurs, qu'ils soient pour des acteurs privés ou des acteurs publics, Voilà, il faut d'accès à pas une dissocier- connaissance, Il ne faut pas dissocier les deux parce qu'à la limite, c'est. ouais, qui est une promesse, qu'elle soit privée ou publique, c'est une promesse, cet accès à la connaissance. Et aujourd'hui, elle subit des transformations et une gouvernance qui pose des questions à l'échelle internationale. Et contrôle de l'index. Qui contrôle l'index du web? Qui contrôle l'index des conversations sur Twitter? Pourquoi on laisse Quant mourir, parce qu'il est en train de mourir, là il va fermer. Pourquoi on laisse Quant mourir quand il a fait un effort de reconstituer un index Il y extrêmement a déjà puissant? un index intéressant. Il va mal, quoi. Non, je suis d'accord, mais moi, ils sont quand même super réactifs quand on leur donne Ouais, ce genre parce d'effort. qu'ils sont comme nous tous, c'est avec 2 bouts de chandelle, 3 euros donnés par-ci, 3 euros par Voilà, mois. c'est quand même un peu plus que 2-3 euros. Ouais, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Exalit derrière Thalès, là, on peut avoir des acteurs qui vont à un Ils moment... dans une autre logique, ils ont fait le choix de se quitter, on va dire, le web dans son ensemble pour aller plutôt sur des corpus restreints avec leur technologie. Ouais, Ils ont dit, on ne peut pas lutter. Ouais, mais on ne peut pas lutter. Il y a bien un projet européen là-dessus. Oui, mais on revient à ces fonds, et déjà demandé, Ouais. Il faudrait qu'on fasse un séminaire de réflexion sur le montage de cette journée. Ouais. Mais je pense que c'est analyse du web en fait. Ouais. C'est pas écriture. Mais en réintroduisant ces questions de gouvernance, de pouvoir, de droit d'accès. Ah, si on avait envie de Bernard, même lui, si on lui demande de... Tu connais bien, toi? Moi, je le connais parce que j'ai changé avec lui depuis 10 ans, mais on s'est jamais vu. Bah, Ouais, moi non plus. Ça sera l'occasion de voir une C'est les Hollandais. Enfin, il est français, Bernard, non? Non, il est autrichien. Autrichien. Ah, c'est sérieux. Sur ce. Ouais, on est bon. Merci. Merci à vous.